une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Puis aujourd'hui, on voulait parler de sommeil. De sommeil, aujourd'hui avec Maude Bouchard, qui est docteur en neuropsychologie, qui fait son doctorat à l'Université de Montréal, qui a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du sommeil et qui aujourd'hui fait de la thérapie, dont j'oublie le nom complet, mais qui aide les personnes qui ont des troubles de sommeil, qui voudraient améliorer leur sommeil à atteindre leur objectif de dormir. Bref, c'est une super belle conversation sur justement tout ce qui englobe le sommeil, comment l'optimiser, comment des personnes qui ont des troubles du sommeil, des pistes de solutions pour pouvoir le régler, même si évidemment il y a du cas par cas là-dedans, comprendre mieux la science en général derrière le sommeil. C'était vraiment particulièrement intéressant. Puis moi, je suis béni des dieux, comme je dis dans le podcast, je dors extrêmement bien, je m'endors en 5 secondes, mais ça me permet de mieux comprendre des gens comme ma blonde, justement, qui a eu des problèmes de sommeil, puis que maintenant, je comprends mieux pourquoi le soir, c'est important de tamiser les lumières, de limiter les écrans, de faire toutes ces petites habitudes-là qui vont faire en sorte d'avoir un sommeil meilleur. On a parlé de notre passé de nageur aussi, à quel point c'est une absurdité de faire... Si vous êtes un coach de natation et vous écoutez ce podcast-ci, j'espère que vous allez changer les habitudes d'entraînement de natation. C'est important d'avoir de un, assez d'heures de sommeil, de deux, un sommeil relativement constant, 1 heure de lever constant. On va tout parler de ça avec Maude, fait qu'on vous laisse avec les contenus. Une autre affaire aussi que je trouve cool, puis que peut-être souligner en introduction, c'est que si vous dormez bien comme toi, là, paniquez pas sur la température dans la chambre, les écrans dans la chambre, le temps passé dans le lit. Puis si vous dormez bien, keep going. C'est cool. Stressez pas trop avec ça. Stressez pas trop avec ça. Finalement, parce que l'anxiété de performance du sommeil, c'est une vraie affaire, puis c'est de la merde. Finalement, c'est ça. Une des choses qu'on a appris, c'est que être stressé de dormir, c'est paradoxalement ce qui nous fait moins bien dormir, puis ce qui empire le problème. Donc, un cercle vicieux, comme on appelle. Tout à fait. Fait que bon podcast. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Manscaped, qu'on adore, que vous adorez également et qui nous arrive aujourd'hui. Manscaped ne cesse d'innover. Il nous arrive aujourd'hui avec un nouveau produit, le Chairman Pro. Un rasoir électrique, c'est le luxe d'un rasage professionnel chez vous, à la maison. C'est quoi le Chairman Pro? C'est ce que j'ai dans mes mains ici, qui se trouve être un rasoir pour la face et pour mettre ça, comme on dit, sa cuirette. On a 2 têtes, devrais-je dire. Une avec 4 lames qui permet un rasage en proximité et tout en douceur. Et une avec 2 lames qui est une tondeuse à barbe qui permet d'avoir un style net et soigné. En plus de ça, on a la fameuse technologie Skin Safe de Manscaped qui permet de ne pas se chipper la peau. On a la technologie Flex Adjust qui permet un rasage qui suit le... faut que ça roule ça pour te le mettre dans la face. Qui suit les contours du visage et qui permet de ne pas se faire mal et d'aller chercher tous les recoins du visage. Et c'est étanche. Donc, si vous voulez vous raser en vous brossant les dents dans votre douche, ben, vous pouvez sauver toutes ces 30 secondes-là. On a un code promo. On a un code promo sans filtre pour 20$ de rabais et shipping gratuit sur manscaped.com. Courez, vous cherchez le Chairman Pro. Salut, merci d'être là. Salut, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Yes. Le sommeil. Le sommeil. On dort tous. Fait que déjà, c'est universel. Exact. C'est vrai. C'est une expérience que tout le monde a. Tout le monde vit. Tout le monde expérimente de bonnes façons et de mauvaises façons. Je sais même pas par où qu'on peut commencer. Ça fait partie la discussion. pour bondir là-dessus, ça fait partie des sujets. On parlait de Sonia Lupien juste avant de commencer. On essaie de trouver ces sujets-là, sujets scientifiques, mais comme que tout le monde expérimente, que tout le monde peut relate, que tout le monde peut en tirer quelque chose. Puis, dans le fond, il y a plein de choses qu'on peut dire sur le sommeil, mais peut-être, les gens qui vont cliquer sur cette vidéo-là, je sais pas c'est quoi le titre qu'on va mettre, mais probablement que ça va dépendre de la personne. C'est ça. Où est-ce qu'on va s'en aller avec ça? Ouais, la personne qui a besoin d'aide le plus, peut-être, qui va cliquer là-dessus, c'est la personne qui fait de l'insomnie,
Fait qu'on pourrait peut-être commencer là-dessus. Tu sais, l'insomnie, les causes et les solutions, peut-être. Certainement. On va pouvoir parler de plein d'affaires, ouais, en c'est fait, ça, le sommeil. on va rebondir là-dessus. Exactement. Mais Ouais. tu sais, je commence toujours, quand on parle d'insomnie, il faut savoir que c'est beaucoup de gens. Fait que ça touche une personne sur 2, des symptômes d'insomnie. Fait que c'est des Personne sur millions de 2, personnes. à un moment dans leur vie ou une personne sur 2 en À un tout moment temps? dans leur Ouais, vie. ok. Fait qu'une personne sur 2. Après, si on parle d'un trouble, d'un problème là, d'insomnie qui est chronique, bien là, on parle de 10 à 20 de la population qui va en souffrir. Fait que ça reste Quand même beaucoup, vraiment beaucoup de gens. Puis en dehors de l'insomnie, bien, il y a plein d'autres troubles de sommeil que les professionnels de la santé, des fois, connaissent peu. Tu sais, si je pense, justement, moi, je suis neuropsychologue, mais je pense aux psychologues, aux médecins, aux pharmaciens, sont pas particulièrement formés dans ces troubles de sommeil-là. Fait qu'en plus, il y a tout ça, puis tout le monde dort. Fait que juste des problèmes de sommeil ou des problèmes de stress qui affectent le sommeil, de santé mentale, qui affectent le sommeil physique, des médicaments, je veux dire, ça touche vraiment, vraiment tout le monde. Ouais. C'est bien dit. Oui. Comment est-ce qu'on peut quantifier la qualité du sommeil? Juste pour qu'on puisse mettre les bases de nous, des gens qui nous écoutent, de comme, c'est quoi bien dormir, c'est quoi pas bien dormir, puis à quel point est-ce que ça change d'une personne à l'autre? Bien, moi, j'aime commencer avec les besoins individuels parce que on entend beaucoup de choses sur le sommeil. Ouais. On entend le fameux 8 heures, le besoin. Il y a bien de l'anxiété de performance aussi liée au sommeil. Je veux qu'on en parle de on ça pourra en aussi, parler. Fait qu'il y a des besoins individuels. Pas tout le monde qui a besoin de 8 heures. Il y en a qui ont besoin de moins, il y en a qui ont besoin de plus. Le timing du sommeil aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de la facilité à être super productifs, créatifs en soirée, mais se lever le matin, c'est difficile. Et vice-versa. Puis ça change non seulement d'une personne à l'autre, mais à travers la vie. Aussi, on peut parler des ados, des enfants. C'est pas la même chose qu'une personne âgée en termes de timing de sommeil. Fait que j'aime partir de c'est quoi notre besoin à nous? Puis des fois, les gens sont même pas capables de répondre à cette question-là. Souvent, on sous-estime notre besoin de sommeil. Donc, on se dit, moi, je suis capable de fonctionner avec 7 heures. Puis on se rend compte que quand on est en vacances, on en dort 9, puis mon Dieu, qu'on fait le bien. Puis qu'on est le fun avec tout le monde, puis qu'on est de bonne humeur, puis que notre cerveau, il a l'air que ça va bien. Fait qu'on sous-estime beaucoup. Puis c'est difficile d'aller à l'encontre de ces besoins-là. Fait qu'admettons, moi, je sais, je dors 9 heures. En vieillissant, ça commence à diminuer, ce qui est normal. Mais si j'essaie de fonctionner à 7, je peux le faire quelques jours de temps. Mais après ça, je vais avoir des impacts de ça. Fait qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ça. C'est en partie déterminé génétiquement notre besoin de sommeil. Fait que ça, c'est la base pour essayer de répondre après ça à qu'est-ce que j'ai besoin. Moi, j'ai une amie ultra efficace. Elle a besoin de 6 heures par nuit. Tu sais. Elle gagne du temps, puis tant mieux. Mais ça, c'est vraiment inné. Cette différence-là entre les individus, ça n'a rien à voir avec l'habitude? Ça n'a rien à voir avec l'habitude. On peut aller à l'encontre de ça. Moi, je peux fonctionner à 7 heures de sommeil pendant un certain temps, mais je vais avoir les répercussions qui viennent avec parce que j'ai besoin de 9 heures. Ça peut-être avoir rapport avec, tu sais, exemple, si tu fais plus de sport, peut-être que tu vas avoir besoin de plus de sommeil ou pas? Oui, ou un petit peu, Ouais. mais ça risque de pas vraiment changer la catégorie dans laquelle on est. Fait que les petits dormeurs, oui, s'ils bougent énormément, s'ils s'entraînent pour des marathons, des trucs comme ça, bien, ça se peut qu'ils dorment un petit peu plus, mais ils vont rester dans cette catégorie-là, généralement. Quand tu parlais il y en a qui sont plus productifs le matin, d'autres qui sont plus le soir, ça aussi, c'est dans toi, puis c'est pas une habitude qui est développée? En partie, c'est dans nous. Ça se travaille un peu plus ça, que le nombre, la quantité de sommeil qu'on a besoin. C'est-à-dire que je fais juste penser aux jeunes parents qui ont des enfants, même s'il est un type du soir, à un moment donné, à moins que le conjoint, la conjointe, s'ils sont deux, se lèvent le matin puis qu'eux puissent dormir, il va falloir aller à l'encontre de ça. Mais le fait quand même de devoir se réveiller, d'avoir un cadran, d'avoir un enfant qui nous réveille, éventuellement, à cause des principes physiologiques de sommeil, ça va faire en sorte qu'on va être capable de s'endormir, de se coucher plus tôt parce qu'à un moment donné, la fatigue s'accumule. Ouais. Ouais. Mais est-ce que ça, c'est exemple... Moi, j'ai déjà été de soir, travailler vraiment tard, lève tard, puis maintenant, j'ai complètement switché ça. Est-ce qu'il y a un cycle dans lequel peut-être je serais plus naturellement porté ou plus performant, ou vraiment tu peux complètement modifier ça avec tes habitudes?
Bien, plus on se rapproche de ce qui est naturel pour nous, tu sais, admettons là, qu'on écoute notre corps, mieux c'est. Sauf que ce que tu nommes, tu n'es pas le seul. Je pense, tu sais, on parlait des ados. Des ados, là, c'est une phase de la vie où il y a un retard de phase. C'est-à-dire que physiologiquement, là, ils ont tendance à se coucher tard puis à se lever tard. Puis c'est pas parce qu'ils sont paresseux ou c'est pas parce que c'est physiologique qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, quand on vieillit, bien là, on a tendance à revenir un petit peu plus. C'est que non seulement il y a des différences individuelles, mais à travers notre vie, le sommeil il va changer tout le temps. Puis tu sais, j'ai plein de patients qui viennent vers moi, qui sont plus âgés, admettons, tu sais, mi-quarantaine, cinquantaine, soixantaine, puis ils se disent « Ah, mon sommeil est plus pareil, je me réveille plus, c'est moins profond. » Puis ils pensent qu'ils font de l'insomnie, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, effectivement, en vieillissant, on dort moins, premièrement. Des fois, on a une avance de phase un petit peu plus. Fait que ça change. Même si on a déjà été un grand type de soir, ça se peut qu'on le soit moins. Puis on va se réveiller pas mal plus pendant la nuit. Puis ça, c'est considéré assez normal. Tout le monde va passer par là. Oui. On parle de quantité de sommeil puis de bon sommeil. Puis quelqu'un qui nous écoute, tu sais, parce que c'est super... glorifié, là, comme le grind set, puis de pas dormir, puis tu sais, de se lever à 4 heures, puis d'aller au gym, puis de prendre ton bain froid à 4 heures, puis après ça, de t'entraîner jusqu'à 9 heures. Ça me fait mal au cœur, là, t'en parles, ça me fait mal au cœur. Je serais même pas capable si je voulais. C'était écœurant. Puis, fait que c'est super valorisé quand même, autant en entrepreneuriat que juste dans même les happy moms là, sur Instagram, que là, ils se lèvent puis ils font tout avant que tout le monde se lève dans la maison. Qu'est-ce que ça fait, manquer de sommeil? Parce qu'on peut imaginer que c'est possible de le faire, possible de couper dans tes heures de sommeil, mais quelles vont être les répercussions au-delà d'être fatigué? Là? Tu sais, ça, je pense que c'est assez... Tout le monde a expérimenté de la fatigue à un moment donné. Mais quelles vont être les répercussions sur le moyen, sur le long terme de vivre comme ça? Possible jusqu'à temps qu'on tombe malade, j'ai envie de dire. Ouais. Là. Je vous retourne la question. Ouais. Quand vous manquez de sommeil, c'est quoi les répercussions dans vos journées, admettons? Moi, je suis vraiment moins productif. OK. Plus de difficulté à focusser, moins bonne humeur, plus irritable. Je fais moins d'affaires. Comme hier, parce que je suis parti de Québec à 5h30, fait que je me suis levé à 5h, puis je m'étais couché genre à 11h30. Là. Fait que c'est quand même pas beaucoup de sommeil pour moi, là, qui a comme besoin de 9 d'habitude. Là. Puis hier soir, je suis parti d'ici, puis j'étais fini. Là. Fini. D'habitude, je vais courir le soir quand j'ai des journées de même où je fais du sport. Rien à faire, complètement. Je me suis senti comme un déchet. Moins de motivation, à la base aussi. Ouais. Fait que, tu sais, plein d'impact sur le cerveau, clairement. Ça peut être aussi des maux physiques. Là. Les gens peuvent avoir des maux de tête, mal au cœur, mal au ventre, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, ça, c'est plus à court terme. Mais à force de traîner ça, tu sais, si on traîne de la privation de sommeil tout le temps ou un trouble de sommeil qui n'est pas traité, bien là, ça peut être plus grave, tu sais. Puis c'est plate parce que là, on va avoir des gens qui nous écoutent qui n'en ont pas de problème de sommeil, qui sont juste intéressés puis ils veulent apprendre. Puis il y en a d'autres qui ont des problèmes de sommeil. Puis là, ceux-là, je vais leur faire peur. En ce moment, c'est pas le but. On va leur donner des solutions aussi. C'est là. ça, exact. On approche des solutions. Oui. Mais je veux dire, c'est la privation de sommeil, les problèmes de sommeil, c'est lié avec des problèmes cardiovasculaires, c'est lié avec une mauvaise gestion du glucose dans le sang, mauvaise gestion de l'hormone du stress, donc du cortisol. C'est lié avec certains types de cancers, avec des problèmes reproducteurs, surtout chez la femme. Je pense à des populations, par exemple, qui ont des horaires atypiques pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ça a des répercussions sur la santé. Fait que, tu sais, niveau physique, j'aurais envie de... Je sais pas qu'est-ce que ça touche pas, finalement. Ouais. Puis niveau santé mentale... C'est hors de tout prouver ces choses-là. Bien, le lien est très, très fort. Ouais. Après, c'est certain que le manque de sommeil, parfois, est lié au stress aussi. Donc là, les deux mélangés ensemble, c'est lesquels. Mais certainement, quand on dort pas, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on dort encore, tu sais, depuis ces milliers d'années-là. Si c'était pas utile, on s'en serait débarrassé de cette affaire-là. Puis j'imagine, tu disais, il y a des gens qui peuvent fonctionner à 6 heures, mais j'imagine qu'à un moment donné, l'humain, en général, a besoin... Tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, moi, 3 heures, je suis correct. » Puis là, tu sais, c'est comme... Ça existe pas. C'est très, très rare. C'est ça, lui, hein? Mais peut-être lui, mais c'est lui, puis après ça, c'est le seul au Québec. 3 heures tout le temps, tu sais. C'est très, très rare. C'est autant ça que... Il y en a, par exemple? 3 heures, là, je trouve ça vraiment pas gros. Faudrait que je cherche. Ou quelqu'un qui se convainc qui dirait « Ah non, moi, genre, ça va, j'ai pas d'effet physique. » Impossible. Premièrement, impossible, mais deuxièmement, j'imagine que sur le long terme, il va y avoir des répercussions, même si les personnes peut-être le sentent pas,
va avoir des répercussions néfastes sur sa santé. Ben oui, puis je dirais qu'elle va le sentir. Ouais, Peu ouais. importe. Je pense qu'on peut être complètement le refus de la réalité, là, Ouais. mais je veux dire, on le sent quand même. Ou si t'es tout le temps de même, tu sais pas c'est quoi ne pas l'être, mettons. Peut-être. Tu sais, Mais il y les aura, jeunes parents, mettons, là, que ça fait 2 ans qui sont non-stop à pas dormir, là. Probablement qu'à amener, ils disent « Ah, ça va », mais finalement, ça va pas pantoute, là. Ben, ils dorment moins, ça, c'est sûr. Quand ça fait plusieurs années, c'est tough, là. Ouais. Vraiment, moi, je pense que tu sais, souvent, ça dure quelques mois quand le bébé Ouais. est vraiment plus jeune. Puis, tu sais, on disait, le sommeil change. Les bébés, ça dort pas la nuit, puis c'est normal, tu sais, ça dort en petites chunks de 1 heure, 1 heure et demie, ça se réveille, ça dort. Fait que ça, tout ça est normal, mais mettons le parent. Une chose que notre cerveau fait, une chose qu'on va essayer de rassurer les gens aussi, là, que notre cerveau, notre corps fait, qui est bien faite, c'est il va approfondir le sommeil si on est en privation de sommeil. Puis ça, c'est prouvé, là, vraiment, il y a des études qui montrent que si on prive des gens de sommeil, là, vous venez au laboratoire, puis là, pendant 24 heures, là, il y a quelqu'un au laboratoire qui vous tient réveillé, puis après ça, on vous fait dormir dans un scanner où on vous met des petites électrodes sur la tête, puis on regarde l'état de vos ondes cérébrales pendant que vous dormez. Si vous avez été privé de sommeil, votre sommeil va être plus profond. Vous allez passer plus de temps dans des stades de sommeil profond, puis ça va être plus profond en général. Fait qu'il y a vraiment un mécanisme de compensation. Donc, tout n'est pas perdu. Le corps est bien fait. On est fait aussi pour réagir à des privations Des de trucs sommeil. externes. Après, c'est sur du long terme, c'est là où des problèmes de santé peuvent arriver. Puis je dis long terme, ça peut être sur des années, tu sais, des conséquences à court, à moyen, à long terme. Puis quand c'est des problématiques qui peuvent se régler, moi, c'est là où je me dis, hey, on pourrait là, gérer ça, puis on pourrait mieux dormir. Tu sais, c'est pas une finalité de dire que je fais de l'insomnie, fait que je vais en faire pour toujours, fait que je dormirai plus jamais bien. Fait que, tu sais, moi, ça, j'essaie de le changer un peu parce qu'il y a tellement de trucs qu'on peut faire pour comme être capable de dormir puis juste arrêter de s'en préoccuper. On a parlé des gens qui vont décider de se priver de sommeil par choix, mais ces gens-là qui font de l'insomnie, justement, que c'est pas un choix, ils se sentent fatigués. Ils veulent dormir. Ouais. Puis le corps a besoin de dormir, mais ils dorment pas. Comment ça se peut, ça? Il y a tellement de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. On a parlé il y a différents modèles de l'insomnie, là. À la base, un des modèles que je trouve intéressant, c'est il y a certaines personnes qui ont peut-être un fond fertile pour développer de l'insomnie, des traits de personnalité ou des trucs, quelqu'un qui est super perfectionniste ou qui fait déjà un peu d'anxiété de performance ou des trucs comme ça. Après ça, il peut arriver un événement, peut-être, qui arrive, qui fait en sorte que la personne, elle tombe dans l'insomnie aiguë. Donc là, il y a des symptômes en ce moment d'insomnie. Ça ne veut pas dire que ça va rester, que ça va devenir chronique, sauf que là, on a de l'insomnie. Puis l'insomnie, c'est quoi? C'est de la difficulté à s'endormir, à rester endormi ou des éveils très, très tôt le matin à ne pas être capable de se rendormir. Fait que là, il arrive ça, puis là, à un moment donné, je sais pas, moi, c'était un divorce. On a perdu quelqu'un, on a changé de job, c'est super stressant. Ça passe, ça passe, puis avec le temps, ça va mieux. Mais il y a des gens, le sommeil va revenir, puis il y a des gens qui vont être dans l'insomnie chronique. Mais cette insomnie chronique-là, elle reste à cause de comportements qu'on a fait en réaction aux problèmes de sommeil aigu, à cause de pensées qu'on peut avoir, qu'on s'est développé, on appelle ça des distorsions, en fait, cognitives, là, de comment on interprète. Les gens viennent stressés d'être dans leur chambre, stressés d'aller se coucher, ils pensent déjà au lendemain, est-ce que je vais être capable? Puis, foncièrement, c'est plate parce que cet état-là dans lequel on est quand on fait de l'insomnie vient juste rempirer le problème, puis c'est là que ça peut devenir chronique. Ouais. Fait que c'est très psychologique, dans le fond, de déconstruire, de défaire les mécanismes qui fait que quelqu'un fait de l'insomnie, finalement. Il y a vraiment les deux. C'est et psychologique et des comportements ultra concrets qui vont en l'encontre de la physiologie du sommeil. Je peux vous donner un exemple là, super concret maintenant. On a eu de la difficulté à s'endormir, puis on s'est réveillé plein de fois dans la nuit, fait qu'on a dormi pas longtemps, puis ce matin-là, on se dit ça n'a pas de bon sens. Je peux pas faire ma journée de même, fait que le matin, on dort un peu plus longtemps. Fait que là, on vient de décaler nos rythmes, on vient de changer ça. Puis on se lève après. Puis ce soir-là, il y a des gens qui vont se dire hey, en plus, j'ai mal dormi la nuit passée, je vais me coucher plus tôt. Parce que faut que je mette toutes les chances de mon côté. Sauf que là, qu'est-ce qui arrive? On s'est levé plus tard, on s'est couché plus tôt. Puis moi, j'appelle ça le principe de l'élastique, mais on a de la pression de sommeil qui s'accumule pendant la journée. Puis là, cet élastique-là, il est pas assez étiré. Quand on va se coucher tôt, puis on s'est levé plus tard ou qu'on a fait une longue sieste parce que là, il fallait dormir à ce moment-là. Fait qu'il y a beaucoup de comportements, puis ça, c'est un exemple, il y en a plein d'autres, là, mais bien des comportements qu'on fait sur le coup, qui nous font du bien là, mais qui exacerbe le problème de sommeil. C'est pas la même chose pour les gens qui dorment bien, mais pour les gens qui font de l'insomnie, ces comportements-là, ça peut être pas mal néfaste sur le long terme. Puis toi, tu recommanderais d'essayer de se tenir à un horaire prédéfini,
Puis de même si on s'endort plus tard, ou même si on est sans fatigué, se lever à la même heure, ou puis se coucher à la même heure aussi? Ou, Essayez quand c'est possible, mais tu sais, après, je veux dire, life happens. Là, fait que c'est pas toujours simple de faire ça, mais si on a de l'insomnie, au moins de se lever pas mal tout le temps à la même heure, ça va, tu sais, le principe de l'élastique, la pression du sommeil, bien, ça va leur repartir toujours au même moment, puis ça, notre cerveau, il aime ça. J'imagine que les trucs qu'on vient de dire là, ou les trucs qu'on va continuer à dire, qui s'appliquent pour les gens qui font de l'insomnie, qui veulent mieux dormir, qui veulent dormir carrément, mais ça s'applique aussi pour les gens qui veulent juste mieux dormir, avoir un meilleur sommeil, j'imagine. Oui, sauf que on a comme 2 catégories. On a ceux avec des troubles de sommeil qui font de l'insomnie, qui peuvent appliquer ce qu'on vient juste de dire. On a des gens qui dorment super bien, qui s'endorment bien, qui dorment bien pendant la nuit, tout ça, mais qui sont en privation de sommeil parce que, à cause peut-être d'aspects d'hygiène, de vie ou de sommeil, parce que c'est pas une priorité, parce que, X, Y, Z, bien, ces gens-là, puis je vais mettre les gens qui ont des horaires de travail atypiques dans cette catégorie-là aussi parce que ils manquent de sommeil, ils sont en privation de sommeil, ces gens-là, parce que s'ils travaillent la nuit puis ils dorment de jour, leur sommeil est moins long. Fait qu'on va pas utiliser les mêmes trucs avec ces populations-là. Je vais pas leur dire les mêmes choses s'ils dorment bien, mais qui ont besoin de changer des choses pour comme être capable d'aller chercher du sommeil, versus s'il y a de l'insomnie, donc de l'incapacité à s'endormir. Une chose que je vais dire à quelqu'un qui fait de l'insomnie, qui doit se lever super tôt le matin, typiquement, ces gens-là vont se coucher tôt parce qu'ils se disent, j'ai besoin de tant d'heures, je dois aller me coucher tôt. Tu sais, les je dois, je devrais dans l'insomnie, là, il y en a en tabarnouche. On va les faire se coucher plus tard. Puis là, ils sont comme, voyons. Non, tu sais, je peux pas aller me coucher plus tard. Je me lève à 4 heures du matin si je vais pas me coucher à telle heure. Mais là, on les fait se coucher plus tard. C'est comme, ça apaise, là, tu sais, c'est comme, OK. Puis là, je gagne 1 heure ou 2 dans ma soirée. Puis là, en plus, ces 2 heures-là, je les passe pas dans mon lit à tourner à me dire, faudrait que je dorme. Fait que ça va être différent d'une population à l'autre, finalement. Puis pour rester, tu sais, on ira dans l'autre population, mais pour rester sur le sujet des insomnies, dans le fond, les grands principes, les grands trucs, tu sais, là, on a parlé de se lever à la même heure, mais tu sais, j'ai déjà entendu, tu sais, de vraiment associer le lit uniquement au sommeil, de pas passer trop de temps dans le lit pour d'autres choses, ou pas aller dans le lit trop tôt, vraiment y aller juste au moment c'est-tu une vraie... un vrai conseil à donner? Bien, c'est un vrai conseil. C'est plate parce que quand on se met à parler de ces conseils-là, je me dis, je me mets dans les on devrait faire telle chose. Mais oui, si on fait de l'insomnie, un des problèmes, c'est que la chambre, le lit, c'est plus le fun nécessairement d'être là-dedans. C'est un endroit où est-ce qu'on vit du stress, où on peut être vraiment frustré parce qu'on veut dormir et on n'est pas capable. Donc, il y a quand même des fois un ménage à faire côté hygiène, côté... garder son lit, son environnement comme pour dormir. Mais encore une fois, si on fait pas d'insomnie, moi, le monde peut faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent regarder la TV dans leur lit, checker leur sel, tout ça, s'ils s'endorment puis que ça va bien puis qu'ils dorment bien après, on va pas changer ces comportements-là vraiment, à moins qu'ils le souhaitent, à moins qu'ils veulent faire ça différemment. Mais ceux qui ont de l'insomnie, là, ça peut faire une bonne différence. Mais ça, c'est une partie. Tu sais, l'hygiène, tu sais, quand on pense à la caféine, écran, toutes ces choses-là, quand on traite l'insomnie, on en parle 15 minutes, on fait du petit ménage, mais le gros du travail ne sera pas nécessairement là-dessus. C'est pas ça. C'est pas juste à cause que tu as checké ton ordi trop tard. Là. Puis c'est plate, ça, parce que il y a plein de gens qui font de l'insomnie qui ont fait déjà ce ménage-là. Là, ils sont comme, j'y connais, là, les principes d'hygiène sont faciles à chercher, à trouver sur Puis mettons, Internet. Juste rapidement, les principes d'hygiène, c'est comme... justement, caféine, écran, la luminosité, peut-être le soir, diminuer ça. C'est quoi alcool, tu sais, comme faire attention à l'alcool en soirée, diminuer, garder plusieurs heures, tu sais, entre la dernière consommation et le moment du coucher. Les repas avant de se coucher. Ouais, faire attention, garder du temps aussi pour pas être en train de digérer quand on va se coucher. La lumière, diminuer la luminosité en soirée, s'exposer à la lumière pendant la journée. La consommation de caféine, plus on en prend, plus on la prend tard, plus ça peut avoir des impacts sur le sommeil. Mais tu sais, juste là, on a fait le tour en 2 minutes. C'est ça, on les a déjà entendus. Puis ça, on les connaît. Fait que le nœud du problème n'est pas là, c'est ça que tu me dis. Ça peut. Pour certains, ça va être vraiment juste une question d'hygiène, puis on travaille l'hygiène, puis ça va mieux. Mais pour la plupart, il y a d'autres choses à aller faire. C'est juste une première étape. Ouais, parce que je peux facilement imaginer quelqu'un qui a fait tout ça puis qui continue à spinner des trucs dans sa tête la nuit. Là, c'est ça. Crème, là, j'en prends plus de café, là, tu sais. Mon affaire à la lavande sur mon oreiller. Puis là, j'ai tamisé toutes les lumières depuis 6 heures. J'ai fini de manger à 5 heures. J'ai pas pris d'alcool, ça fait 1 mois. Puis qui dort pas encore. Là. Ouais. Mais ça peut fider l'anxiété de performance, ça aussi. De dire, j'ai tout fait parfait. Puis tu sais, souvent, ce que je vais expliquer, c'est le sommeil. C'est aussi, c'est tough quand tu fais de l'insomnie de le voir comme ça, mais c'est quelque chose de naturel qui arrive puis qui repart. Là. C'est un cycle, notre cerveau est fait pour faire en sorte que l'humain dort la nuit puis est réveillé pendant le jour.
Puis des fois, il y a des choses qu'on peut enlever. Tu sais, il y a des choses qu'on fait, qu'on a ajoutées dans nos routines qui font en sorte que ce processus-là ne fonctionne plus bien. Fait que des fois, il faut enlever certaines choses, mais c'est pas parce qu'on a la routine parfaite puis l'hygiène parfaite qu'on n'aura pas d'insomnie non plus. Puis des fois, ça peut être frustrant parce que les gens, ils s'arrêtent là. C'est ce qu'ils connaissent, l'hygiène, c'est de ça qu'on parle le plus. Puis ils sont comme, OK, mais what's next? Qu'est-ce que je fais après? Y a-tu des causes principales à ça? C'est-tu l'anxiété, justement, qui vient avec le fait de ne pas dormir, puis là, ça spin, ou c'est vraiment du cas par cas? Ça peut être ça. Ça peut être plein de choses. Des fois, ça part de quelque chose de physiologique. Il y a peut-être quelque chose sous-jacent à ça. Il y a peut-être d'autres troubles de sommeil qui causent l'insomnie. Il y a peut-être une médication. Fait que, tu sais, il peut y avoir ça. Il peut y avoir, tu sais, des problèmes de sommeil, ça peut causer des problèmes de santé mentale. Fait que si on a un problème d'insomnie, ça se peut qu'on tombe en dépression, qu'on fasse de l'anxiété, qu'on parte en burn-out. Puis ça se peut que ce soit le sommeil, le problème. Mais ça peut être un symptôme de ça aussi. Fait que quelqu'un qui est en dépression, qui a des problèmes d'humeur, peut avoir comme symptôme de l'insomnie ou même de l'hypersomnie, dormir vraiment beaucoup. Puis que ce soit l'un ou l'autre, le sommeil va affecter la condition. Je donne toujours l'exemple de quelqu'un en dépression qui traite la dépression, que ce soit psychothérapie, médicaments, peu importe. Puis le problème de sommeil reste après. Ils ont beaucoup plus de chances de retourner faire un épisode dépressif. Fait que ça peut être plein de choses qui causent l'insomnie. Ça peut être à cause d'un problème de santé mentale, puis là, l'insomnie est un symptôme. Ça peut être un niveau de stress ultra élevé qui fait en sorte qu'on est toujours alerte, puis on a le corps a comme de la difficulté à se laisser aller, à tomber endormi. Des fois, ça peut être juste des comportements qu'on a mis en place qu'on ne sait pas, qui ont un impact sur le sommeil. Ça peut être des choses qu'on a appris dans notre enfance. Tu sais, souvent, je vais avoir des gens qui me disent « Ah, dans ma famille, ça dort pas non plus. » Ou, tu sais, si je reviens là au timing du sommeil, on parlait des gens qui se couchent tard, qui se lèvent tard, qu'il y a une partie génétique à ça. Bien, ça, des fois, dans les familles, on le voit, un parent qui a toujours été un type du soir, puis là, il y a un enfant qui est comme ça aussi. On peut penser qu'on fait de l'insomnie parce qu'on n'est pas capable de s'endormir, mais là, la problématique, c'est pas ça. La problématique, c'est je suis pas dans le bon timing. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a plein d'affaires. Mais ça se traite. Tout ça, ça se traite. Tu parlais de l'anxiété de performance. Moi, j'ai pas de problème d'insomnie, sauf que je me disais, à cause que je fais beaucoup de sport encore, je me disais, je vais maximiser mon sommeil. Fait que là, je me suis acheté la bague Oura Ring. Puis, rapidement, cette bague-là m'a créé un problème que j'avais pas avant. Parce que je me disais, là, je veux bien dormir, je veux quantifier mon sommeil, puis tout. Puis la bague est tellement axée sur genre, quand tu ouvres ton application, c'est comme tu as une note, là. Carrément une note sur ton sommeil. Aujourd'hui, tu es en forme à tel... C'est ça. Aujourd'hui, ça va bien aller. Non, tu sais, là, j'ai le bracelet Whoop. Lui, il me dit ma récupération, mais il parle pas du sommeil uniquement. Tandis que la bague Oura, je me réveillais le matin, puis ça me disait pas t'es prêt à ça, ça me disait ton sommeil, t'as eu 50%. Ou t'as eu une note de 60%. Comment bien partir la journée, hein? C'est sûr, ça va mal aller. Puis là, c'est comme, 40%, si je vais être tout croche aujourd'hui. Puis là, après ça, c'est la nuit d'après, mais là, c'est OK, non, là, il faut que j'aille 80%. Là. Fait que là, cette idée-là de vouloir tellement bien dormir que là, moi, je me crée l'anxiété. Ma blonde n'était plus capable de dormir avec moi. C'est comme là, crisse-moi patience. Si je peux bouger dans le lit. Je veux pas de ce stress-là. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin de ton stress de marde, là, tu sais. Puis là, un année, j'étais allé faire du vélo. J'ai fouillé dans ma poche en arrière. Puis en sortant ma main de ma poche, la bague est tombée. Puis je m'en suis pas rendu compte. Fait que j'ai roulé encore des kilomètres et des kilomètres sans jamais savoir où est-ce que ma bague est tombée. Puis je l'ai perdue. OK. Puis là, j'ai fait, 350$ US pour la bague. Je vais laisser faire de me la racheter tout de suite, là, tu sais. Je me suis endormi. Une semaine a passé. J'étais comme, hey, quand je me lève, là, je suis reposé. Tu sais, je me réveille, je suis reposé. J'ai-tu la nuit de sommeil à 98% ou à 72%? C'est quoi, ça change fuck all. Puis à partir de ce moment-là, j'ai comme vraiment moins eu de stress, on dirait, parce que je buildais du stress sans m'en rendre compte, juste pour m'endormir. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui est courant. Surtout quand tu tombes dans un pattern de comme, là, faut que je dorme. Faut que je dorme. Pire façon de ne pas dormir. Les veilles de compétition, là, quand tu te dis, hey, j'ai une compétition demain, OK, à soir, faut que je dorme, là, parce que demain, j'ai une performance à donner. Le moment où tu ne dors pas, ces moments-là, là, non. C'est sûr. Mais tu l'as super bien décrit, c'est exactement ça. Dès qu'on se met dans la performance, puis c'est pour ça que j'essaie des fois de faire attention à, tu sais, oui, le sommeil, c'est important, oui, mais notre cerveau, puis notre corps, il est fait pour le réguler naturellement. Tu sais, on est bons, les humains,
pour avoir des gadgets puis se donner des affaires puis qu'on pense qu'ils vont nous aider, mais là, ça crée un problème. Fait que là, on va le gérer, ce problème-là, avec une autre affaire. Puis, tu sais, foncièrement, là, avant les bagues, avant tout ça, le corps est fait pour dormir. Fait que des fois, il faut se rappeler ça. Mais tu l'as super bien décrit. Je pense qu'il y a bien du monde qui vont se reconnaître dans ce que tu dis. Puis ce que tu as créé en perdant la bague, c'est une déconnexion. C'est juste un laisser-aller, c'est une déconnexion. Puis, coudonc, naturellement, le sommeil revient. Oui, exact. Puis là, je voulais quelque chose pour tracker ma récupération. Fait que là, je me suis pris le bracelet Whoop, qui lui aussi donne des stats du sommeil, mais il faut vraiment que tu ailles activement les chercher. Là. Fait que j'y vais pas. Bien, de se demander, tu sais, comment on se sent. Puis moi, souvent, je vais dire pas exactement quand on se réveille ou quand le cadran sonne. Donnons-nous un 30 minutes. Puis après ça, demandons-nous comment on se sent. Parce que il y a un phénomène qui s'appelle l'inertie de sommeil. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas les mêmes neurotransmetteurs dans notre cerveau quand on est en train de dormir versus quand on est réveillé. C'est pas les mêmes hormones. Tu sais, je veux dire, il y a un rythme sur 24 heures. Puis ces choses-là changent. L'inertie du sommeil, c'est-à-dire le sommeil qui voudrait continuer un peu. C'est ça. Moi, j'appelle ça le changement de corps. Tu sais, dans le cerveau, c'est comme je suis en train de me réveiller. Fait que des fois, les gens vont avoir tendance à la seconde où ils se réveillent. J'ai pas bien dormi. Je me sens fatiguée. Tout le monde se sent fatigué quand le cadran sonne. La plupart, c'est bien rare, il y en a, là, mais des gens qui, une seconde après, sont comme « let's go, on commence notre journée ». Fait que donnons-nous juste un petit peu de temps avant d'interpréter notre sensation puis comment on est. Puis souvent, les gens vont dire « une demi-heure après, c'était pas si pire finalement. Je suis quand même, je suis correct ». Ouais, se lever direct, là, genre... Ça fait ça, il n'y a rien de pire. Moi, quand je mets un cadran, comme hier, j'ai mis un cadran parce qu'il fallait que je parte ici, puis le départ était à 5h30 de Québec, fait que tu commenceras pas à mettre le cadran à 4h30 pour te laisser du lousse. Là. Fait que là, je me suis mis le cadran à 5h20, puis c'est comme, t'as pas le temps de glander dans ton lit. Là. Fait que ce feeling-là, le cadran sonne, puis juste... puis là, tu fais tes affaires, tu fermes ton sac, puis là, t'es comme... C'est quasiment souffrant. Non, c'est ça nous fait souffrir. J'étais rendu au Madrid, puis je commençais à mieux filer. Là. Mais c'est un peu ça. Puis en même temps, c'est une bonne affaire parce que les gens, des fois, vont se dire je vais me lever vraiment plus d'avance. Mais dans ton cas, tu n'avais pas beaucoup de temps de sommeil. Fait que c'était mieux de le mettre plus tard. Tu sais, quelqu'un qui snooze 15 fois, ça allait à l'encontre de on vient de perdre. Tu sais, t'es bien mieux de mettre le cadran 1 heure plus tard que de le snoozer. Ça, en tant que spécialiste du sommeil, j'imagine que tu recommandes pas ça, là, mettons. Là. Ben, c'est juste que ça veut dire qu'on aurait pu se lever plus tard. Ça veut dire qu'on manque de sommeil, fait qu'aussi bien le mettre un peu plus tard. Parce que c'est 10 minutes, 15 minutes que ces chunks-là, c'est pas du bon sommeil, j'imagine. C'est pas du sommeil... Ça sera pas comme si on s'était pas réveillé puis qu'on était allé jusqu'au matin. Après, il y a le phénomène d'inertie de sommeil, puis il y a des gens qui préfèrent se dire je vais dormir un petit peu moins, mais au moins je sais quand je vais commencer le travail, quand je vais me sentir comme mieux. Fait encore une fois, il y a bien des différences individuelles. C'est pas, il n'y a pas one size fit all pour le sommeil tant que ça. Il faut écouter notre besoin, mais si on snooze 12 fois, moi je dis on pourrait mettre le cadran plus tard puis la dormir cette heure-là, ça serait pas mal plus le fun que faut que je me lève pas, je suis pas capable. C'est clair. Ça fait ça, justement, tu sais, mettons, comme tu l'expliquais en fait, là, tu sais, les journées où est-ce que tu dois te lever particulièrement tôt, tu te lèves, puis là, t'es comme no way que je vais être capable de passer à travers cette journée-là. Mais une fois passé cette douleur de réveil-là, ça va finalement. Là, finalement, ça va. Ce feeling-là, là, puis on en parlait avant le podcast, puis peut-être qu'on peut l'aborder parce qu'on passe par là. Le feeling de se réveiller, puis tellement tôt, avec tellement d'affaires à faire que quand tu te réveilles, tu te dis je vais mourir dans le fond avant de revenir dans mon lit. C'est la pire chose. Je vais mourir avant de revenir ici. Puis je me rappelle au secondaire, parce qu'on était en natation puis qu'on faisait ça, il n'y a pas un matin, parce qu'on s'entraînait 3 matins par semaine. À quelle heure déjà vous leviez? 5h30 dans la piscine. Fait qu'on était 4h45. Fait que là, tout le monde qui écoute fait le calcul. Là. 4h45 on se levait le plus des jeunes ados pour genre, c'est se réveiller, embarquer dans le char, puis arriver à l'heure de l'entraînement. Puis vos parents aussi, là, parce que là, à cet âge-là, on n'a pas de char, on n'a pas... Les parents de nageurs, c'est des warriors. Mon fils va faire du vélo là, en Espagne. C'est ça. Mon fils, ma fille, là, mon enfant, c'est mais ouais, fait que bref, ce feeling-là de se lever avec le cadran qui sonne à 4h45 puis de juste te dire c'est infini avant que je revienne dans mon lit. Puis de mal filer là, profondément. Là, puis genre deep. Là. Puis après ça, je repassais une de mes obsessions, c'est de repasser en rétrospective tous les efforts que j'ai mis dans ma carrière de sportif quand je faisais du sport d'excellence. Finalement,
dicté ou dirigé par du monde qui savait pas vraiment le derrière de la science là, sur ce qu'on me demandait de faire. Puis je me disais, t'es un adolescent de 14 à 17 ans, puis 3 jours par semaine, ton cadran est à 4h45, je me disais, c'est sûr que ça fait pas de sens. Tantôt, tu parlais de quand tu es adolescent que tu te couches plus tard, puis tu te lèves plus tard, puis c'est pas parce que tu es paresseux, c'est parce que tu es juste de même. Corrige-moi si je me trompe, parce que mon intuition, c'est que ça va contre le développement naturel d'un adolescent de leur demander de faire ça. Là. Ben, je suis 100% d'accord. Puis non seulement ça, il y a des chercheurs partout dans le monde, là, mais je pense à une en particulier, c'est aux États-Unis, en Californie, puis qui ont voulu que l'école commence plus tard. Fait que là, on parle même pas de 5 h du matin, on parle même 8h30. 8h, je sais même plus c'est quelle heure, mettons. Parce que quand on n'avait pas de natation, on sentait comme si c'était la le grosse bonheur. matinée. Là. Mais il faut quand même aller à l'école à 8h parce qu'on commence à 8h. Mais c'est tôt cours, pour les ados, ça aussi. Donc, il y a même des tests qui se font où est-ce qu'ils ont mis ça plus tard. Puis, c'est pas bon pour les ados de se lever tôt à cause de ça. Puis, c'est une population en grosse privation de sommeil. Puis, tu sais, c'est un moment où, justement, la santé mentale, l'apprentissage, là, il en aurait besoin de leur sommeil, ces ados. Même physiquement, dans ton développement, parce que je sais que je me rappelle plus, je me rappelle plus où j'ai eu cette conversation-là, mais la mention, c'était que les hormones de croissance, c'est pendant le sommeil qu'ils sont sécrétées. Puis si tu coupes là-dedans, c'est sûr que tu vas couper aussi dans le développement physique. Est-ce que je me trompe? Je ne saurais pas répondre à cette question-là, mais la première partie, c'est tout à fait vrai. Les hormones de croissance, c'est sécrété pendant un stade de sommeil qu'on appelle le sommeil lent profond ou le sommeil à ondes lentes. L'adulte en sécrète aussi. C'est important pour la récupération de nos muscles, des tissus, ces choses-là. Mais ben oui, enfant, ado, c'est pour la croissance aussi. Parce que moi, je suis persuadé que le trade-off de performance de ces 3 matins par semaine, mettons le samedi, on n'avait pas d'école après. On aurait pu s'entraîner à 9h. Fait que moi, je suis sûr que le trade-off dans la performance, on aurait pu enlever ces 2 entraînements-là, puis ça aurait été probablement mieux. Tu sais, où tu fais de temps en temps 1 heure de plus le soir de quelque chose d'autre. Muscu ou autre activité. Puis c'est qu'après ça aussi, puis là, ça, c'est pas dans le domaine du sommeil, c'est plus dans le domaine de la science sportive. Mais quand, à 18 ans, tu fais 8 entraînements par semaine, c'est normal que tu t'améliores plus après. Là. Parce que tu peux pas tomber à 12 entraînements par semaine quand tu as 24 ans. Là. Non. Fait que qu'est-ce que tu fais après? Non, tu peux plus. Tu sors, quand il faut que tu travailles, puis ça, que la vraie vie là, d'adulte commence. Tu vas au cégep à l'université, tu peux pas commencer à faire 12. Fait que genre, à quoi ça sert de piquer à 18 ans, de t'enlever du sommeil pour t'entraîner le plus possible, alors qu'au final, tu vas juste progresser moins longtemps? Ouais, puis ça fait qu'à un moment donné, les gens décrochent parce que c'est juste trop. Parce que les gens décrochent parce que c'est trop, puis en plus, tu t'améliores plus autant qu'avant parce que tu peux plus. Quand en secondaire 3, tu t'entraînes 8 fois par semaine. En secondaire 5, tu t'entraînes 8 fois par semaine aussi. Là. Tu sais, quel est le coût de ça? Énorme. Puis je ferai un lien avec l'entrepreneuriat parce qu'au début, vous avez donné cet exemple-là. C'est cool de ne pas dormir ou des gens qui se réveillent en plein milieu de la nuit et répondent à leur courriel. Puis à la limite, si tu as une compagnie en Asie ou que tu n'as pas le choix de le faire, ou OK, sauf que il y a bien du monde en entrepreneuriat qui n'ont pas besoin d'avoir ces comportements-là et qui pourraient le dormir. Puis probablement que le trade-off, il serait... Mieux gérer leur temps, mettons, la journée. Là. Prends-toi 1 heure pour répondre à tous tes emails à la place de répondre à tes emails à minuit. C'est ça. Je me demande à quoi ça répond de se dire, OK, je me réveille pendant la nuit, puis aussi bien travailler un peu. Puis, tu sais, fait que ça me fait un peu penser à ça. Fait que j'ai pas la réponse à savoir est-ce que la performance serait meilleure ou non. Mais pour un ado se lever à 4 heures du matin pour aller s'entraîner, je trouve ça tough. Puis j'ai envie de vous poser la question parce que vous le faisiez les deux. Est-ce que ça, tu sais, c'était-tu traumatisant? Genre, c'était-tu... C'est de ça que les gens nous parlent. Les gens avec qui on a fait du sport au secondaire, les gens avec qui on a nagé, c'est de ça qu'ils parlent encore. C'est resté. Il n'y a personne qui parle des entraînements l'après-midi, le mercredi après-midi. Là. Tout le monde, soit ont arrêté parce qu'ils étaient tannés de se lever le matin, ou soit en ce moment, sont encore traumatisés. À l'année longue, là. Moi, tu sais, puis j'étais malade
tout le temps. C'est sûr. Je suis brûlé. Puis tu sais, après ça, tu vas faire une journée d'école aussi. On dormait dans la face de nos on profs. était détruits, les cheveux encore mouillés, plein de chlore de la piscine, endormir sur nos bureaux, puis genre, tu sais, c'était pas... Terrible. c'était pas optimal, autant niveau sportif Je peux pas qu'apprentissage, croire santé. que... Ben, c'est juste parce que c'est culturellement dans le sport, puis c'est ancré trop profondément que là, les coachs avaient peur de faire des changements drastiques parce que tout le monde fait ça. Fait que si tu fais pas ça, puis ça performe moins bien, ben c'est de ta faute. Mais fait que personne avait comme le guts de prendre le risque de pas faire ça. Mais Puis la disponibilité des piscines, tu sais, je pense, parce que moi, de ce côté-là, Ouais, j'étais vous en autres, âge c'est ça, synchro. ouais. J'ai jamais eu d'entraînement le matin, c'était l'après-midi. Pas sûr que j'aurais toffé, de toute façon, là, devoir me lever de même le matin. Ben oui. Mais au final, c'est ça. Puis au final, tu sais, le samedi, la raison pour laquelle on nageait à 6 heures, c'est juste une affaire de dispo pis d'horaire de piscine, probablement, parce que là, il y a d'autres activités dans la journée à la piscine, il y a des bains libres, il y a ci, il y a ça. Fait que, OK, ben les athlètes, on va les mettre à 6 heures avant que n'importe qui va y aller, tu sais. Fait que finalement, il y a même pas tant une raison réfléchie, logique derrière ça. C'est purement... C'est pas côté rythme circadien, ça, je peux vous le dire. Là. Puis même les compétitions étaient à cette heure-là aussi. Mais tu sais, les athlètes, justement, de haut niveau, il y avait les Olympiques il y a pas longtemps. Ils ont des coachs de sommeil à ce niveau-là. Oui. Les équipes de la NBA, il y a des gens, des experts qui les suivent. Puis avec le voyage, le décalage horaire, là, ils prévoient, tu sais, à quel moment s'entraîner pour que ça soit mieux, comment récupérer. Fait que c'est toute une science en soi aussi. Mais les pauvres ados, ils n'ont pas les pauvres ados, ils payent. accès à ça. Je me rappelle consciemment, en 2008, aux Olympiques de 2008, il y avait un documentaire qui était sorti sur Michael Phelps qui disait que depuis 2004, il avait dit à son coach, on se voit plus jamais avant 9 heures. Puis moi, j'avais 18 ans, je mettais tous mes efforts que je pouvais dans la natation à écouter ce qu'on me disait de faire. Puis j'entendais le meilleur au monde de tous les temps dire que il voyait plus jamais son coach avant 9 heures. Puis moi, j'étais encore là à mettre mon cadran à 5 heures pour aller m'entraîner puis payer tout l'hiver. Aller m'entraîner avant qu'il fasse clair. En plus, il n'y a pas la lumière, tu sais, pour donner le signal à notre cerveau que... Après qu'il fasse noir. Ouais. Fait qu'être dans le PEPS puis dans les souterrains de l'université, de la noirceur à la noirceur, un hiver complet. Il y a des gens qui travaillent comme ça aussi. Je pense à des patients que j'ai en tête que leur travail, c'est dans des sous-sols avec pas de fenêtre. Puis là, l'hiver, il commence super tôt, ne voit pas le soleil du tout, sortent, ne voit pas le soleil. Ça, c'est une des choses qu'on va faire, c'est comme on va insérer le plus de lumière naturelle dans ta journée possible. Il va falloir sortir dehors à un moment donné parce que c'est pas bon, non seulement pour le rythme circadien, puis je pense aux gens aussi qui restent dans les pôles, tu sais, où est-ce qu'il y a des semaines et des semaines de clarté versus de noirceur. Le cerveau peut pas suivre ses rythmes, il comprend pas, c'est son indice le plus puissant, la lumière. Parlons-en c'est quoi un que ça petit peu fait? des rythmes circadiens, parce que après ça, j'ai une théorie à vous proposer. Intéressant. Ouais. Fait que c'est quoi exactement, puis comment est-ce que ça agit sur notre cerveau? Fait que les rythmes circadiens, finalement, là, c'est... Tu sais, tantôt, je disais, l'humain est fait pour dormir la nuit, être réveillé pendant le jour. La plupart, ça va être ça. C'est bien rare qu'on a un humain que ça va être le contraire. Il y a des animaux que ça va être différent, qui ont besoin de moins, besoin de plus. Mais bon, on a vraiment une petite structure dans notre cerveau. Ça s'appelle les noyaux suprachiasmatiques. C'est dans notre hypothalamus. Et on peut oublier tous ces termes-là, c'est pas important, mais on a une structure qui est comme un peu une horloge qui nous aide à sécréter les bonnes hormones au bon moment. Donc, la nuit, autant je disais, c'est pas les mêmes neurotransmetteurs qui sont impliqués dans les différents stades de sommeil, bien, c'est un petit peu la même chose avec certaines hormones. Tu sais, le cortisol, on le connaît comme étant l'hormone du stress. On en sécrète du cortisol si on est stressé. C'est pas juste l'hormone du stress, le cortisol, c'est aussi l'hormone de la vigilance. Ça veut dire que du cortisol, pour être réveillé, on en a besoin. Et sur 24 heures, il y a vraiment un cycle du cortisol qui se répète de jour en jour où le cortisol est élevé le matin, puis il va diminuer en journée, puis en soirée, il va diminuer pour que le sommeil puisse venir. La mélatonine, les gens connaissent sûrement la mélatonine comme quelque chose qu'on peut aller acheter à la pharmacie. C'est pas juste ça. À la base, c'est une hormone dans le cerveau, la mélatonine, puis c'est sécrété quelques heures avant d'aller se coucher, pendant la nuit aussi. Fait que les rythmes circadiens, c'est comme ce cocktail-là qui fait en sorte qu'on dort la nuit, on est réveillé pendant le jour. Puis tu sais, quand on entend des choses comme les horaires réguliers ou ce genre, tu sais, suivre, c'est un peu pour venir aider à synchroniser ces rythmes-là dans le cerveau. C'est pour ça que ça fait bien, parce que le cerveau répond bien à juste faire la même chose à la même heure, puis va se synchroniser avec des indices extérieurs. Donc, cette structure-là, elle peut fonctionner par elle-même. Fait que si on met quelqu'un dans une grotte pendant 6 mois,
Il va y avoir une rythmicité, mais qui va être changée parce qu'elle n'est pas parfaite. Notre horloge, ça va être décalé. Mais ça se synchronise avec des indices extérieurs comme la lumière. Fait que quand on voit la lumière, ça aide un peu à fine-tuner. Ça. D'ailleurs, je voulais juste faire une parenthèse par rapport à la grotte parce qu'ils l'ont fait, cette expérience-là. J'ai entendu une fille à la radio qui avait participé à ça. Puis elle, dans le fond, ils ont été 3 mois dans la grotte, puis avec absolument aucun indice temporel, fait que pas de montre. Hey man, j'espère que le financement pour ces gens-là fou, hein? était bien bon. payé, j'espère. Parce que je sais que Mr. Beast, il a fait ça pendant genre, c'était 100 jours, là, puis il donnait comme 1 million aux gens en sortant. Hein? Ah non, je pense pas que la fille a fait 1 million, mais je pense... Je pense que je le ferais pas pour 1 million. C'est vrai? 100 jours? 3 mois dans une grotte? Mais en plus... c'est pas une grotte, c'est juste une pièce. Ben, tu sais, je sais pas comment ils ont fait la grotte, mais... On dit une grotte, mais c'est des laboratoires, puis sûrement pas de fenêtres. Ce qui était drôle, c'est qu'à chaque... Puis là, je parle de Mr. Beast, là, mais à chaque fois, genre une fois par semaine, il allait, puis là, il leur proposait un deal. Fait qu'il disait, vous pouvez sortir, je vous donne 100 000 $, puis vous sortez maintenant avec 100 000. Puis là, c'est comme, ben là, ça fait une semaine qu'on est là, non. Puis là, plus ça allait, plus il était tanné, plus c'était genre... C'est le test plus de la Mr. guimauve. Beast, il offrait des deals de marde, genre. Là, c'est comme, voici une boîte mystère que vous n'avez pas le droit d'ouvrir. Puis si vous sortez avec la boîte, vous pouvez sortir maintenant. Puis là, ils savent pas c'est quoi qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, soit il y a comme 2 millions ou rien pantoute. En tout cas. Mais bref, mais en tout cas, je pense que la personne que j'ai entendue à la radio, la fille, je pense que c'était une littérale grotte, là. Je pense que... Puis, tu sais, c'était comme une affaire un peu... C'était scientifique, mais c'était aussi comme une espèce d'expérience de... Pas de survie, mais genre d'aventure, mettons. Mm-hmm. Puis, dans le fond, tu sais, tout le monde allait se coucher puis se levait quand il voulait. Là, fait que personne n'était sur le même beat. Fait que à un moment donné, tu te réveillais, puis là, tu allais rejoindre ceux qui étaient réveillés. Ça va être bizarre. Tu manges quand t'as faim, puis tout ça. Fait que, puis, tu sais, il a remarqué qu'il y en a qui se couchaient plus souvent, mais tu sais, sans vraiment avoir aucune... Puis finalement, en sortant, elle s'est fait arrêter vraiment plus tôt qu'elle pensait parce qu'elle, mettons, elle comptait ses journées, mettons, puis elle était rendue peut-être à... Je vais faire les calculs, mais elle était rendue comme à 60 jours, mais finalement... Combien j'ai dit que de temps que ça durait? 3 mois? 3 mois, je pense. Fait que, mettons, puis ça, puis Trop finalement... longtemps. Exact. Ouais, puis finalement, elle faisait des journées de 33 heures. Hein? Fait que, comme son rythme naturel, quand il se synchronise sur rien, pas sur le soleil... faisait des rythmes de 33 heures. C'est parce quand même que fou, hein? ouais, c'est ça, l'horloge, en fait. 33, c'est beaucoup quand même. Là. La moyenne, je pense qu'on dit, c'est entre 25, je pense que c'est 25,4. OK. Quelque chose comme ça. Fait que si on n'a pas d'indice extérieur, on va décaler. OK. Ça, c'est sûr. Mais avec la lumière, tout ça, ben, on est capable quand... Puis je dis la lumière, mais le cadran, les heures auxquelles on mange, les heures qu'on travaille, tout ça aide à synchroniser finalement ce qui se passe dans notre cerveau. Fait que on va pas décaler. Dans le vrai monde, on va pas décaler. Parce que quand on voit la lumière du jour, ben là, notre cerveau, il comprend qu'il est à peu près telle heure. Fait qu'on... Généralement, non. Sauf que c'est quelque chose qu'on peut peut-être avoir si on est en congé, si on est en vacances pendant quelques semaines, puis qu'on met pas de cadran le matin. Vous allez vous en rendre compte. Puis s'il n'y a pas d'autres choses, des enfants qui nous réveillent, des choses comme ça, on a tendance à décaler tranquillement si on n'a pas ce cadran-là le matin. De se coucher de plus en plus tard puis de se lever de plus en plus tard. Parce qu'on est tous un peu naturellement, plus parce que notre horloge est plus que 24 heures c'est un peu. Ça, exactement. Puis aussi parce que il y a l'horloge, puis il y a le fait qu'avec maintenant la lumière, l'électricité, avec les écrans, avec tout ça, inhibe. Dans le fond, la mélatonine est sécrétée quand il y a de la noirceur. C'est comme ça qu'elle est sécrétée. Fait que s'il n'y a pas de noirceur, si on est devant des super gros flashs lumineux ou qu'on est devant notre ordi toute la soirée, il n'y a pas de mélatonine qui est sécrétée. Fait que ça délai parce que la mélatonine, c'est un signal dans le cerveau. Ça envoie comme signal, bientôt, ça va être le temps d'aller dormir. C'est pas quand on en achète à la pharmacie, c'est pas quelque chose qui va nous faire dormir. C'est pas comme un somnifère, ça fonctionne pas de cette manière-là. Mais c'est vraiment quelque chose comme un signal, puis on en a besoin quelques heures avant l'heure de coucher. Fait que, des fois, les gens vont dire, moi, je prends de la mélatonine 5 minutes avant de me coucher, ça m'aide. Moi, dans ce temps-là, ce que ça me dit, c'est que ça les apaise. Ils pensent qu'ils vont dormir à cause de ça. C'est psychologique. Mais est-ce que réellement prendre la mélatonine, mettons, en début de soirée, ça peut avoir un effet sur le sommeil ou c'est plus... Il y a faut faire attention avec la mélatonine parce que souvent, les gens vont prendre des grosses doses, déjà à la base, qui sont bien plus que qu'est-ce que le cerveau a besoin pour comme, avoir son signal. Puis, ils le prennent pas toujours de la bonne manière. Ils pensent que ça agit un peu comme un somnifère. Fait, plus je prends une grosse dose, plus ça va m'aider, je vais le prendre une fois de temps en temps. C'est pas ça. La mélatonine, c'est un synchroniseur
ça peut être bon pour les gens qui ont des retards de phase. Fait que, tu sais, qui ont tendance à se coucher super tard, se lever super tard, puis qui ont de la misère à devancer, bien là, prendre la mélatonine 2 heures avant, mettons, l'heure du coucher souhaité. Mettons, je veux me coucher à 10 heures, j'apprends à 8 heures. Ça pourrait potentiellement aider. Rester avec des petites doses, c'est suffisant. Puis ça, c'est à tous les jours parce qu'il n'y a pas le même phénomène d'habituation qu'on retrouve dans les somnifères, par exemple, parce que c'est pas la même chose, ça marche pas de la même manière. Chez les gens qui ont des horaires atypiques, qui dorment pendant la journée, par exemple, il n'y en a pas de la mélatonine qui est sécrétée à ce moment-là, fait que potentiellement que ça pourrait aider. Après, je vous dis ça, il n'y a pas tant de littérature scientifique sur le sujet, là. Chez les femmes pendant la ménopause, parce que le cerveau en produit moins naturellement de la mélatonine, donc peut-être que des suppléments de mélatonine, ça pourrait aider. Mais il faut faire attention parce que les grosses doses, si on prend ça, puis si on le prend juste 5 minutes avant d'aller se coucher, ça peut créer des effets secondaires, comme toute chose, puis les gens vont rapporter des fois des cauchemars ou des rêves vraiment vivides. Ça a comme un impact sur le sommeil paradoxal là, qui est associé à ça. Donc, souvent, c'est pas pris comme faux. Fait que ça peut pas tant que ça aider, mais pour comme juste l'insomnie ou juste pour comme dormir mieux ou je le recommande pas nécessairement. Puis il faut toujours parler à son médecin ou à son pharmacien, sa pharmacienne, parce que ça peut avoir des interactions avec d'autres choses de la mélatonine. Donc, même si c'est en vente libre, on pose nos questions. Puis pour la lumière du jour, en fait, y a-t-il une différence entre la lumière du soleil puis, mettons, ce spot-là, genre? Est-ce que je le détecte différemment? Puis est-ce que... Déjà, j'aime mieux la lumière du jour, là, personnellement. Les autres aussi. Non, mais tu sais, mettons que je me lève puis je vois la lumière du jour versus je me lève puis j'ouvre la lumière, ça a un effet différent dans mon cerveau? Oui, parce que la lumière extérieure, naturelle, est beaucoup plus intense. Même quand il fait pas sombre, mais si c'est nuageux ou la lumière dehors est plus intense. Après, il y a des lampes là, de luminothérapie, puis il y a vraiment des spots de lumière qui sont aussi très intenses, qui peuvent être aidants justement des fois avec les gens qui ont des horaires atypiques, qui ne voient pas la lumière de la journée, qui sont dans leur bureau, ben d'avoir ça peut être bon. Ou des gens qui vivent à des endroits où il fait très sombre pendant plusieurs semaines, ben ça peut venir remplacer. OK. Fait que même quand toutes les lumières sont allumées en dedans, c'est jamais aussi bénéfique puis aussi intense que juste sortir dehors, mettons. C'est ça, exactement. Si on a le choix entre les deux, sortir dehors... Fait que mettons, mais pour genre m'activer dans ma journée, est-ce que me lever le matin puis sortir dehors, ça serait la meilleure chose à faire, finalement? 100%. S'il y a de la lumière, là. Après, s'il n'y a pas de lumière, ça peut nous faire du bien pareil. Aller marcher, tout ça, il y a plein d'autres bienfaits. Ça marche pas? Ça va marcher aussi. C'est vraiment, c'est ça. Si on se lève à 5 heures, mettons, pour aller nager, ben là, quand on sort dehors, ça fait rien. Noir. C'est ça. On est encore on voit la boucle traumatique qui revient, là. L'hiver, il fait moins 30, man, il fait noir. Ouais. Fait que bref, ça, c'est... Puis l'eau est frette. Ouais. Non, ça, c'est monte à Bérère est chaude. Aller dans l'eau à chaque jour. Ouais, Bérère était chaude à cause de vous autres, à cause de... Ah oui? Ben, de ce Moi, je la trouvais frette à chaque fois. Ah ouais, c'est vrai? Mais t'es quand même plus chaude que les autres piscines, puis me semble que c'était à cause... Ben, vous autres, vous passez du temps... Parce que la synchro chialait, on la voulait plus chaude. Exact. Non, mais peut-être que vous êtes des plus longs moments, mettons... À attendre. Sans bouger dans l'eau, ce qui fait que là, tu C'était plus de l'intervalle, la nage synchronisée, quand on y pense, parce qu'on allait, on roulait notre routine, puis après ça, on allait au bar, on regardait. Tu sais, vous, il y avait beaucoup plus... Tu sais, vous étiez en train de bouger tout le temps. Ouais. Bref, on ne retournera pas sur le dossier de la nage le matin, mais... Fait que bref, ça, tu sais, mettons, l'exposition au soleil, recommandé. À la lumière. Moi, c'est là que vient ma théorie, puis je vais partir mon programme politique quand je vais me lancer en politique sur cette idée-là, OK? Puis dites-moi ce que vous en pensez, puis principalement au niveau de l'exposition au soleil. Parce que moi, ce que je trouve le plus difficile l'hiver, c'est quand tu sors de ta journée, puis, mettons, tu sors du bureau à 5 heures, puis là, à 6 heures, il fait noir, puis là, tu as l'impression qu'il faut que tu ailles te coucher, tu sais. Je trouve ça vraiment plus dur, ça, que de me lever puis qu'il fasse encore noir, puis que là, de voir le soleil se lever dans une journée, j'aime quand même ça. De comme arriver en hiver au début de la journée, c'est quand même le fun. Fait que ma théorie, puis du moins mon idée politique, c'est qu'à la place de juste setter nos temps comme normal, puis les changer d'une heure à chaque 6 mois, là, ou à chaque, je sais pas à combien de temps on change ça, là, chaque 6 mois. Puis à la place de faire ça, on set 8 heures PM sur le coucher du soleil. Puis à chaque jour, on a des horloges qui se modifient à chaque jour pour que là, le matin, qu'à 8 heures, ça reste toujours le coucher du soleil. Fait que là, tranquillement, pas vite, le matin, on va perdre la lumière le matin, puis là, le matin, il va revenir de la lumière. Fait qu'on va être dans ce sens-là à la place de dans l'autre sens.
Qu'est-ce que ça ferait, ça, d'avoir moins de lumière le matin puis de toujours avoir la lumière pour 8 heures, le soleil qui se couche à 8 heures tous les soirs? Parce que moi, je vois d'un point de vue sociologique que tu sors du bureau à 5 heures en hiver, qu'il fait encore gros soleil, tu as le temps de faire une activité avant de souper, tu as le temps de souper et de faire une activité après, avant que le soleil se couche. Tu as toujours le temps de faire quelque chose, à la place qu'il soit 6 heures, puis là, tu as l'impression que la journée est terminée, mettons. Là. Bien, le changement d'heure, là, à la base, c'était pour permettre une meilleure activité économique en soirée. C'était pour qu'il y ait de la lumière en soirée l'été, si je me trompe pas. Ça se peut, je me trompe parce que ça vient compliquer vite, ces changements-là. Ouais. Mais c'était pour ça, parce que s'il y a plus de lumière en soirée, les gens vont être plus actifs, ils vont consommer plus, ils vont faire des trucs. Ouais. Parce que le matin, tu feras pas plus de... Bien, c'est parce que... Mais là, il y a comme un débat, hein, parce qu'il y a plein de gens qui veulent l'abolir, ce changement d'heure-là. Et là, les scientifiques puis les économistes, ou peu importe, ne s'entendent pas nécessairement parce que les scientifiques, les gens de sommeil, ma gang, ils disent qu'on devrait avoir la lumière le matin. Ben, pour donner le signal au cerveau, puis parce que... puis les autres sont comme, ben non, on veut de la lumière. Le soir? Le soir. Ouais. Donc, après, c'est quoi nos priorités? Je ne sais pas. Mais il y a un débat qui se passe en dessous. À chaque année, ça revient. On l'abolit-tu, on l'abolit-tu pas? Puis là, Mais c'est parce que même, on dirait, la santé, au-delà de l'économie, la santé mentale, on dirait, parce que le matin, peut-être que s'il n'y a jamais de lumière quand je me lève, ça commencerait à me faire chier plus que ça me fait chier maintenant. Là. Mais tu sais, mettons, on dirait que de rentrer au bureau à 9 h, qu'il fasse noir, puis que là, tranquillement, le soleil se lève sur la journée, puis qu'après ça, quand tu sors, tu as encore un 4-5 heures de pouvoir... aller courir, aller, je sais pas... Je sais pas s'il y a des préférences là-dessus. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a sûrement des gens qui préfèrent... Moi, j'ai cette tendance-là. Là. Moi, le soir, je commence à le voir venir. Puis toutes les activités, quand tu fais du sport après ta journée de travail, puis dehors, du vélo, peu importe... Là, on le sent déjà, là, maintenant. Là. Mais il y en a, je pense, qui préféraient peut-être la lumière le matin. Peut-être que la lumière du matin... Tu préférais quoi? Avant, j'aurais dit... Avant, quand je me levais plus tard, j'étais sur un beat plus tard, j'aurais dit gagner de l'heure le soir parce que de toute façon, la noirceur du matin, elle m'affecte moins, mettons, parce que je me lève déjà plus tard, fait qu'il fait souvent clair quand je me lève. Mais maintenant, moi, en tout cas, c'est parce qu'à un moment donné aussi, il y a sans doute des effets physiques qu'on ressent, mais qu'on comprend. Tu nommes pas. Là. Qu'on nomme pas, puis que... Bref, mais moi, c'est ça. Moi, ce que j'avais entendu aussi, j'avais déjà entendu ce débat-là à la radio, puis la spécialiste en question disait c'est vraiment important le matin d'avoir cette lumière-là pour te réveiller. Pour te réveiller. Ben, tu sais, on parle des hormones la nuit versus le jour. Tu sais, ça vient synchroniser cette activité-là du cerveau d'avoir la lumière. Fait que c'est une bonne chose de l'avoir le matin. Après, tu sais, socialement, activité physique, tu sais, qu'il y a comme. Fait que vous autres, là, vous pensez pas que c'est une bonne plateforme sur laquelle proposer d'être premier ministre du Québec? Ben moi, il faudrait que je reste avec ma gang de scientifiques qui disent le contraire. Bon, mais je sais pas trop. Ben, faire l'inverse, là, faire que le lever du soleil, c'est toujours 7 heures le matin. Puis tu te lèves toujours, tout le monde se lève à 7 heures au lever du soleil. Peu importe. Ouais, mais ça fait qu'à m'amener en hiver, le soir, man, à 4 heures, t'as plus de soleil. Là. Ben, c'est déjà ça, mais ça va être encore plus tôt. Encore. Là, mais cette discussion-là, là, ce que ça montre, c'est à quel point c'est universel, finalement. Là, notre sommeil, la lumière, là, tout le monde a une opinion par rapport à ça ou une préférence, mais tout le monde est affecté par ça. Les changements de saison, les changements de luminosité, les gens ont peut-être tendance à s'endormir un peu plus tôt l'hiver parce que, justement, il y a moins de lumière le soir. Même chose l'été. J'ai plein de parents qui me disent les enfants, ils veulent pas aller se coucher. Là, il fait soleil, il n'y a pas ce signal-là. Fait que c'est vraiment, ça affecte tout le monde, ces trucs-là. Parce que l'idée m'est venue quand j'étais à Madrid, parce qu'en Espagne, ils sont comme sur le même fuseau horaire que toute l'Europe, mais ils sont comme décalés. Puis à Madrid, ils sont encore plus décalés. Ils soupent à 11 h le soir. C'est ça, mais c'est à font cause la de sieste ça, dans le aussi. fond. Ben en fait, il y a ça, mais il y a beaucoup de la sieste dans ces pays-là qui, culturellement, est présente. Donc, tu sais, pensez à l'élastique que je vous parlais, la pression de sommeil qui s'accumule. Bien, si on dort 1 heure ou 2 en début d'après-midi, c'est sûr qu'on va se coucher plus tard parce que là, notre pression de sommeil a diminué, fait qu'il faut attendre. C'est ça que j'avais pas compris, moi. On n'était pas capable d'aller souper. On n'était juste jamais capable d'aller souper parce qu'il est tout le temps trop tard. Puis quand on y va à 9 h, bien là, on est avec les personnes plus âgées, tu sais, que c'est leur 4-5 heures, eux autres, là-bas. Mais, tu sais, il y a un aspect culturel au sommeil aussi, selon c'est quoi nos habitudes, puis la sieste. Si on pense juste au principe de l'élastique, puis ça, là, tout le monde devrait
comme le comprendre. C'est un peu comme le principe de la faim. Tu sais, plus on est longtemps sans manger, ben, à un moment donné, on se met à avoir faim, puis là, on mange, on n'a plus faim. C'est ça le principe de l'élastique, puis ça nous aide des fois à prendre des meilleures décisions par rapport à notre sommeil. Tu sais, du style, j'ai fait une sieste parce que je n'étais plus capable, je suis allée dormir. Je ne vais pas aller me coucher plus tôt ce soir, je vais attendre de la ressentir, cette somnolence-là, pour être capable de m'endormir comme il faut. Mais des fois, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est mieux de connaître ces principes-là, de les suivre, que d'écouter le petit « Ah, je devrais être capable de me coucher tôt, je devrais dormir 9 heures, mais j'en ai besoin juste de 6 » ou tu sais, ce genre de truc-là. Puis j'imagine que tu vas me dire que c'est du cas par cas, mais est-ce que la sieste en général est plutôt bénéfique ou justement ça peut venir un peu dérégler son cycle de sommeil? Ça dépend des populations. Fait que des gens en grosse privation de sommeil, des gens qui ont des horaires de travail atypiques, la sieste, on va l'utiliser, puis quand on est très somnolent, une courte sieste, ça peut être suffisant pour faire passer la somnolence puis aller mieux. Fait en bas de 30 minutes, ça peut être suffisant. Des siestes plus longues, mais là, ça a plus de chances d'avoir un impact. Sauf que je travaille avec des gens qui travaillent de nuit, qui dorment de jour. Bien, des fois, ce qu'ils vont faire, parce qu'ils ne sont pas capables de faire leurs 7, 8, 9 heures d'un stretch complet pendant le jour, ils vont dormir leurs 5-6 heures, se lever et faire une longue sieste avant le travail. Puis ça, c'est démontré que c'est bon aussi pour la performance, pour ces trucs-là. Fait qu'on va l'utiliser. Après, pour les gens qui font de l'insomnie, le sommeil qu'on prend du jour, c'est du sommeil qu'on n'a pas pour la nuit. Et tu sais, quand je pense aux mécanismes, quand je parle des mécanismes de compensation, souvent, c'est bon à court terme, mais ça exacerbe le problème. Ce qu'on veut, c'est que ces gens-là soient capables de dormir la nuit et non de compenser ou d'avoir ce qu'on appelle des rebonds de sommeil. Fait que quand je disais les gens qui sont privés de sommeil, le sommeil s'approfondit. Mais si je fais une sieste, peut-être je vais avoir mon rebond de sommeil à 5 heures le soir, mais j'en aurais eu besoin le soir pour me prouver que je suis encore capable de m'endormir puis que ça aille bien. Mm-hmm. Fait que, mettons que quelqu'un qui ressentirait la fatigue, qui a des problèmes de sommeil en après-midi, est mieux de toffer sa fatigue puis de se coucher vraiment fatigué à l'heure prévue plutôt que... Exact. Ou de faire une courte sieste. Si vraiment on n'est plus capable de fonctionner, 15 minutes au pire. 15-20 minutes, ça va être mieux ça. Les siestes d'une heure ou deux que tu te réveilles complètement mêlé, que tu sais plus... L'inertie de sommeil embarque dans ce temps-là. Le phénomène qu'on a le matin, on l'a en sieste, et plus la sieste est longue, plus on va avoir de l'inertie, puis plus elle va durer longtemps. Fait que ça aussi, il faut y penser. Je ne veux pas encore revenir là-dessus, mais les siestes d'après-entraînement du samedi matin, là, des fois, c'était 3 heures. Dans le fond, tu continues ta nuit. C'est ça. On venait de l'entraînement, on se recouchait, on se réveillait bien défoncé à 1h PM. On est-tu le matin, on est-tu l'après-midi? Qu'est-ce qui se passe? Ça faisait du bien, puis on en avait besoin parce que là, on parle d'une population en privation de sommeil. Fait qu'il fallait aller en chercher du sommeil à quelque part. J'ai parlé sur le podcast, on avait fait un podcast juste nous deux, Dom puis moi, puis je parlais de quelque chose qui avait changé ma vie, puis c'était devenu viral sur TikTok, l'un de nos rares clips viraux. Bon, ça. Puis je veux voir avec toi si c'est de la bullshit parce que c'est quelque chose que j'ai entendu sur Huberman, au Huberman Lab. Puis Huberman, c'est rendu la mode de dire que c'est de la bullshit, ce qu'il dit. Je fais une parenthèse avant que tu termines, mais on est rough avec les scientifiques qui essaient de vulgariser. Moi, je trouve que c'est des débile fois. Mental. C'est triste parce qu'on pense à des gens qui c'est pas leur travail premier, ce n'est pas de communiquer. C'est pas ça leur job. Puis ils essayent du mieux possible de prendre des trucs ultra complexes, ultra nuancés, puis de les rendre accessibles à la population générale. Fait que c'est sûr que des fois, c'est sûr. Mais c'est plate, des fois, comment ces gens sont reçus quand ils essaient de faire ça. Puis dès qu'il y a la moindre... Petite erreur, c'est ça, tu veux pas la science, ça évolue. Ça évolue, c'est extrêmement complexe. Puis, c'est ça, dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a une info qui n'est pas complètement vérifiée ou qu'il y a juste une étude qui dit, mais qu'il n'y a pas l'ensemble, ben là, ces gens-là se font ramasser. Quand que finalement, ils essaient de faire l'ensemble du message est quand même positif, à mon avis, dans certains cas. Puis où on les attaque sur leur vie privée. Fermeture de la parenthèse, mais ce qu'il disait, c'était par rapport à la caféine. Puis les siestes, l'après-midi. Parce que moi, avant d'écouter le podcast duquel il parlait de ça, à 1h PM, je crashais tout le temps. Puis il y a un crashage de pas genre, je vais continuer, juste je peux plus répondre à un email, je peux plus faire quoi que ce soit l'après-midi de productif. Faut quand même que je me cante puis que je fasse des trucs vraiment genre qui me demandent aucune énergie mentale. Puis là, je l'ai entendu sur son podcast dire que si tu retardais la prise de caféine
de 1h30 à 2h après le lever, ça faisait que ton corps continuait à évacuer une molécule de fatigue, mettons, quote-moi pas là-dessus. Puis que après ça, tu prenais ton café. Puis là, le café, ce qu'il faisait, c'est qu'il empêchait au corps de percevoir ces molécules-là. Puis si tu le prenais plus tard, ben, tu avais déjà évacué des molécules. Fait que bref, tu étais plus reposé et tu avais moins besoin de dormir l'après-midi. J'ai fait ça, quand je l'ai entendu, je me suis dit, je vais essayer. Puis il disait aussi d'essayer de faire de l'activité physique avant. Ouais. Genre, il disait, si lever. t'es pour prendre le café en te levant, c'est parce que tu vas faire de l'activité physique tout de suite après. Il recommandait pas de faire l'activité physique d'après. Non. Il disait, si t'es pour le prendre en te levant, c'est passer parce que tu vas bouger tout de suite après. Mais bref, là, je l'ai testé, puis du jour au lendemain. Plus de besoin de sieste l'après-midi, capable de faire des trucs vraiment... Puis je l'ai fait assez longtemps pour savoir que c'était ça. Parce qu'il y a eu un moment avant puis après, là. Vraiment. Là. Mm-hmm. C'est quelque chose que tu as déjà entendu? Ça dit-tu quelque chose? Qu'est-ce que je dis là? Ou comme c'est pas... Bien, la littérature du timing de la caféine, je la connais pas assez pour répondre. Puis là, on vient de parler d'Huberman, je suis comme, je veux pas dire quelque chose qui pourrait s'en tourner contre moi. Ouais. Fait que ce que je trouve bien, c'est l'expérience personnelle là-dedans, c'est-à-dire que ça a super bien fonctionné pour toi, ça se peut que ça fonctionne pour d'autres. Moi, quand je pense café, sommeil, je pense au coffee nap, là, qui sont un truc étudié beaucoup dans le monde policier ou des gens qui doivent travailler, puis tu vas dormir après, 30 minutes. Fait que là, le temps que ça fasse effet, tu te réveilles, puis là, ça semble bien fonctionner. L'effet cumulé de la sieste et du café en même temps. Exactement. Mais tu sais, il y a toute une question de timing. Même l'activité physique, le timing, c'est quelque chose que je vais utiliser avec certains patients, des gens qui ont de la difficulté à se mettre en action le matin, on va essayer de bouger le matin parce que ça réveille. Tu sais, oui, on est fatigué là, corporellement après, mais on n'est pas somnolent quand on vient de faire de l'activité physique. Donc, le timing de cette activité-là est importante. Aussi, si on est super couche-tard, puis qu'on a déjà de la misère à s'endormir le soir, puis qu'en plus, à chaque fois qu'on bouge, c'est du gros cardio, puis c'est en soirée comme plus tard, ça va pas aider notre sommeil, tu sais. Fait que c'est des trucs, sieste, activité physique, la caféine dans certaines situations aussi. Le timing de ça peut vraiment, des fois, nous aider à trouver j'appelle ça un sweet spot, là, mais où est-ce que, OK, je suis capable, tu sais, de m'endormir à l'heure qu'il faut, de me lever pas mal à l'heure qu'il faut, puis de bien fonctionner. Mm-hmm. Dans le même ordre d'idée, j'ai vu un extrait, tu sais, puis je prends vraiment pas tous les Reels Instagram et extraits TikTok pour du cash, là, mettons, là. Puis, tu sais, ça, je me suis posé la question quand j'ai vu ça, c'est-tu scientifiquement fondé, mais le gars disait... Mettons, la pire habitude que tu peux avoir, c'est quand tu te réveilles, regarder ton cell directement. Puis là, il expliquait qu'au réveil, ton cerveau passe à travers comme 4 phases d'éveil, tu sais, du sommeil jusqu'à être complètement réveillé. Puis que là, regarder ton cell te surstimulait, faisait que tu skippes ces étapes-là. Puis là, ça faisait que tu étais plus stressé, plus irritable, puis plus fatigué aussi, je pense, durant la journée. C'est quelque chose qui se peut? Ou? Bien, déjà, là, même si on oublie ce qui est scientifique, là, je suis certain qu'on pose la question aux gens. Puis, tu sais, les écrans, il y a des trucs positifs là-dedans, là, mais c'est beaucoup associé avec du stress, avec du binge, avec, tu sais, fait que de commencer la journée puis de prendre ça, c'est la même chose que de s'endormir la face dedans ou de le prendre pendant la nuit ou j'aurais tendance à dire que ça let's go, tu sais. Puis, tu sais, en termes aussi de se créer un genre de cocon, on peut-tu se déconnecter juste un peu? Tu sais, on est tellement connecté tout le temps. Puis quand je disais que le sommeil, c'est quelque chose qui vient puis qui repart naturellement, on a tellement d'affaires maintenant qui font en sorte qu'on empêche ce truc-là ultra naturel qui se régule par lui-même, tu sais, qui se gère. On a tellement mis d'affaires en place qu'on n'est plus capable. Fait que des fois, juste d'enlever des petits trucs, que ce soit notre routine du soir, notre routine du matin, c'est pas obligé d'être long des fois. Ça peut être un 15 minutes pas de cellulaire ou ça peut être comme... ça peut être vraiment positif pour comme garder ça puis se dire, OK, là, c'est comme pour mon corps. Tu sais, on parle de récupération, il en a besoin, le corps, de faire ça. Le cerveau en a besoin aussi pour être capable de fonctionner. Fait que c'est sûr que si on dort avec le cellulaire à côté de nous autres, qu'on le regarde avant de se coucher, qu'on le regarde pendant la nuit, c'est une récompense pour le cerveau, le cellulaire. C'est la même chose que les gens qui mangent pendant la nuit quand ils se réveillent. Souvent, c'est la première chose sur laquelle on va travailler parce que c'est perçu comme une récompense. Et là, le cerveau, la nuit suivante, il veut la même chose. Si j'ai regardé mon cell à 3 heures du matin, je peux te dire que je vais me réveiller le lendemain parce que, je veux le regarder, mon écran. C'est dans le fun. J'ai toute ce truc-là de récompense, cette cascade de récompense-là dans mon cerveau qui arrive quand je le regarde. Ouais. Puis, tu sais, mettons, le fait de s'endormir, tu sais, moi, plus jeune, je m'endormais avec le silence, là, tu sais, comme tous les soirs, là, tu sais, avant qu'il y ait des laptops puis des cellulaires. Puis là, maintenant, c'est presque systématique que je m'endors avec The Office qui joue, avec quelque chose, j'écoute quelque chose ou
Est-ce que ça a-tu un effet? Parce que là, c'est rendu, je pense, vraiment habituel là, de s'endormir en écoutant quelque chose ou avec quelque chose qui joue. Ça peut avoir un effet soit bénéfique ou négatif sur le sommeil? Est-ce que tu t'endors bien vite, puis est-ce que tu dors bien après ça pendant la nuit, généralement? Moi, oui. Mais Ouais. moi, j'ai un sommeil béni. Là. Moi, je Lui, c'est m'endors. béni des dieux. ce Moi, je gars. m'endors ouais, en 5 Ah ouais. secondes, n'importe où, n'importe quand. Fait que, C'est magnifique. ça va. J'aimerais ça qu'on se reparle dans 20 ans ou dans 30 ans, voir si c'est encore de même. Ça serait super cool. Ouais. Je me croise les doigts. C'est un peu la Béni distinction. des dieux. C'est ça. Des fois, ça Il y a va bien dans du le prend monde en qui vont être photo jaloux, là. dans un party d'amis, puis il est juste endormi sur le divan. Non. Ouais. C'est familial aussi, là, tu sais, comme mon père s'endort n'importe. À un moment donné, ça devient presque pas problématique, là, mais genre à Noël, sur le divan à 9h30, genre bien endormi. Mais non, ouais, je m'endors vraiment facilement, fait que j'ai aucun problème de sommeil. Puis tu sais, souvent, je me réveille 8 heures plus tard. J'ouvre les yeux, puis comme je me suis pas réveillé dans la nuit. Comme un C'est vampire. incroyable. là. Ouais. C'est ça. Je Encore réveille là, de mon cercueil comme ça. il a pas bougé de la nuit. là. Les seules fois que j'ai eu des troubles, que j'ai eu de la misère à dormir, c'était je m'endormais, mais je me réveillais, mettons, 3 heures plus tôt que l'heure que j'étais supposé me réveiller. OK. Puis là, c'était là que j'avais de la misère à dormir. Mais c'était pas À pour- se rendormir. à me rendormir. OK. Fait que là, j'étais comme dans mon lit, puis j'étais comme, ben là, il est 5 heures, puis j'ai rien d'autre à faire, fait que je vais continuer d'essayer de dormir, mais je dormais plus, Ouais. mettons. Fait que, mais c'est pas dans l'autre sens. Ça me fait penser à plein d'affaires. Mettons, télévision, là, pour Ouais. quelqu'un qui dort super bien, de s'endormir dessus. Tu sais, après, si ça fait en sorte qu'on s'endort 2 heures plus tard parce que c'est de quoi de full intéressant Mhm. qu'on a le goût Ouais. d'écouter, c'est pas la même affaire, mais souvent, Ouais. les gens vont remettre des trucs en boucle. Ou... The Office, c'est The ça. Office, C'est c'est comme- fois qu'on ouais. l'écoute. C'est ça. C'est ça. Fait que j'ai mes séries comme ça Ouais. aussi, Ouais. là, tu sais, qu'on réécoute. C'est pas surstimulant parce que c'est de la nouvelle information, puis tu veux suivre. C'est juste Non. comme un bruit de Des fond. fois, ça peut déranger le conjoint ou la conjointe si on dort pas tout seul. Tu sais, des fois, j'ai des patients, tu sais, l'habitude d'un peut être plus dérangeant pour l'autre qui a plus de difficulté à s'endormir ou des trucs comme ça. Ouais. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi, est-ce que la personne, quelqu'un qui me dit ça, mettons, puis souvent, c'est des gens qui ont de l'insomnie, fait que moi, j'ai un petit biais, là. Déjà, à base, on va peut-être essayer de le modifier un peu, mais est-ce que quand la personne se réveille pendant la nuit, elle a encore besoin de repartir sa TV pour se rendormir? Moi, ça, c'est un petit un red flag, là. Ouais. À ce moment-là, on va essayer de travailler au moins à être capable de se rendormir naturellement sans avoir besoin de cet aspect-là. Mais tu sais, ce que tu décris, c'est que tu as fait une action pendant plusieurs années, peut-être, Ouais. si ça fait 7 fois que tu Ouais, le ouais. repasses. Là. Puis c'est devenu associé avec le sommeil, ça. Tu sais, Ouais. ça fait partie de ta routine, ton émission est venue associée avec ton sommeil. Je pense pas que c'est Si j'ai particulièrement pas de trouble, néfaste. ben j'ai Non. pas un sommeil de moins Mais il y a 24 des heures. gens qui pensent qu'ils ont absolument besoin de ça pour s'endormir. Fait que ça, c'est un peu plus problématique. Qui pensent que pendant la nuit, ils ne seront pas capables de se rendormir sans. Fait qu'il faut qu'ils leur partent. Tu sais, des fois, ça devient un peu plus lourd. Puis c'est là qu'on va dire, ben, on est peut-être mieux de le changer, de changer cette habitude-là pour pas avoir besoin de ça pendant la nuit. Puis les gens qui vont utiliser d'autres méthodes, mettons quelqu'un qui disait, moi j'ai absolument besoin de fumer mon joint avant de me coucher, ça me détend, je dors mieux, ou de mon huile de CBD, ou genre mon verre de vin, Ouais. ou ci ou ça. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est juste psychologique de penser que tu as besoin de quelque chose, ou est-ce que réellement des gens, ça peut les aider? C'est tellement un bon exemple, c'est que, tu sais, pour l'alcool ou que ce soit sur le coup, les gens vont se détendre. Le gros problème qu'il y a avec ça, c'est que ça détruit ton sommeil après. OK. Fait que c'est comme, si tu as de la difficulté à s'endormir, ça va peut-être t'aider. Mais après ça, tu te tires dans le pied parce que ton sommeil va être plus fragmenté, tes stades de sommeil sont pas les mêmes, tu passes moins de temps en sommeil profond, plus de temps en sommeil léger. Puis même, tu sais, les études, il n'y en a pas tant que ça, mais sur le CBD ou le THC, les deux ensemble, des fois, vont montrer des effets bénéfiques, mais qui durent 2 semaines, admettons. Puis après ça, ça t'aide plus à t'endormir, puis en plus, tu as les effets néfastes pendant que tu dors. Ouais. Donc, ça, je pense que ça vaut vraiment la peine de dire, qu'est-ce que je peux modifier? Tu sais, oui, ça m'aide à relaxer, mais si je veux prioriser mon sommeil, j'ai besoin d'autres méthodes que celle-là en particulier, surtout juste avant le sommeil, parce que là, ça détruit après ça mon sommeil. Puis là, c'est une boucle là, qui part. Ouais. Puis des médications, mettons quelqu'un qui... Moi, j'ai un ami qui s'endort juste avec genre des pilules pour dormir. Je sais pas exactement c'est quoi. Puis, tu sais, c'est genre quasiment... Tu vois qu'il... Ça semble être fort, là, parce qu'il vient un peu dans les vapes, là, un peu comme drogué, puis là, il s'endort, mettons, là, tu sais. Ça,
Mais ça, j'imagine, dans son cas, c'est probablement prescrit, là, mais tu sais, est-ce que c'est en dernier recours ou est-ce que ça aide des gens? Bien, théoriquement, là, si on a des problèmes de sommeil, la première chose qu'il faudrait faire, c'est essayer justement des méthodes comportementales. Je pense à la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie, par exemple, qui fonctionne assez bien pour la majorité des gens. On serait mieux de commencer avec ça. La réalité, c'est pas ça, parce que ça devient de plus en plus accessible, cette thérapie-là, mais ça ne l'était pas tant que ça. Il y a plein de gens qui la connaissent pas, qui ne savent pas que ça existe. Et si on va voir notre médecin, bien, le médecin, même s'ils sont de plus en plus conscientisés puis ils savent que c'est de plus en plus accessible, la première chose, souvent, ça va être un médicament ou en tout cas, ils veulent aider la personne, c'est de trouver une solution. Puis des fois, bien, on est bon pour prescrire, mais pas beaucoup pour déprescrire. Puis avec les somnifères, même si le médecin le prescrit une fois de temps en temps et tout, si la personne a passé des mois à pas dormir, puis là, ça la fait dormir. Ça, souvent, c'est insidieux. Ils vont se mettre à en prendre à toutes les nuits. Puis là, ça ne fera plus effet parce qu'il y a un effet d'habituation généralement avec ces molécules-là dans le cerveau. Et là, on doit monter la dose. Et là, ça fonctionne un petit peu. Jusqu'à temps qu'on arrive à une dose maximale, le médecin ne peut pas aller au-dessus de ça. Et là, on fait quoi? Parce qu'on a encore le problème d'insomnie qui est revenu. Puis en plus, on a la molécule. Et on a les effets secondaires de cette molécule-là pendant la journée aussi. Les gens, ils se sentent gommés. Tu sais, des fois, ils disent « Ah, je suis fatiguée parce que je fais de l'insomnie. » Mais il y a une molécule qui amène aussi ces effets secondaires. Puis quand on l'enlève, ils se disent « Mon Dieu, je dors pas nécessairement mieux parce qu'on est en train de travailler le sommeil. Mais crime, je me sens quasiment mieux durant la journée. » Donc, tu sais, la médication, c'est un outil parmi plein d'outils. Ça ne devrait pas être notre solution et la seule chose qui nous permet de dormir. Ça devrait être une fois de temps en temps quand on en a besoin ou pour des courtes périodes de notre vie, des fois où vraiment là, ça marche plus. Il faut dormir puis c'est pas le temps d'aller me dire de faire ci, faire ça. Je suis plus capable. Fait, y a-t-il des dépendances physiques qui peuvent se créer comme une drogue finalement? Oui, certainement. Puis d'ailleurs, des gens avec des problèmes de sommeil, de l'insomnie ont 7 fois plus de chances de développer des problèmes d'abus de substance ou de dépendance. Fait que clairement, les gens font de l'essai-erreur, ils cherchent des solutions, puis ça peut amener d'autres problématiques aussi. Fait que bref, à part peut-être une petite mélatonine en début de soirée, des substances externes pour s'aider à dormir en général, c'est pas, mettons, recommandé. Bien, il n'y a pas grand-chose en termes de substances. Il y a un petit peu d'études sur le magnésium. Il y a la mélatonine, c'est pas comme un somnifère, comme je disais. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème de sommeil, tout ça, ça sert à rien. Il y a des choses qu'on peut faire, mettons, avant de prendre la mélatonine, là, à part dans des populations comme, je disais, travail atypique qui dorment de jour ou ménopause, où est-ce que là, physiologiquement, on en produit moins. Nous, on peut décider d'optimiser, c'est-à-dire s'acheter des lampes en soirée, tamiser la lumière, puis pas juste 15 minutes avant, comme 3 heures avant d'aller se coucher. Juste ça peut aider à notre cerveau à produire ce qu'il a besoin de produire. Avoir de l'éclairage plus chaud qui vient de bas, là, mettons. C'est ça. Tu parlais tantôt de l'élastique, de la théorie de l'élastique. Il y a le moment que tu te lèves jusqu'à le moment que l'élastique est tendu puis que c'est la pression de sommeil. Pression de sommeil ou l'homéostasie du sommeil. Puis est-ce que ça, puis je me doute de la réponse, mais je vais quand même poser la question, est-ce que ça mettons la vitesse à laquelle l'élastique se tend est accélérée par des activités, que ce soit intellectuelles ou physiques? Fait que, mettons, si tu cours dans une journée, est-ce que l'élastique va s'étirer plus vite puis tu vas arriver au bout plus de bonne heure dans ta journée? Ou comme si ton rythme est standard, peu importe ce que tu fais dans ta journée, ça va pas mal être tout le temps les mêmes heures? Je dirais que ça va pas mal être tout le temps les mêmes heures. Par contre, la composition du sommeil va peut-être changer un petit peu. Tu sais, comme je disais, notre cerveau est bien fait. Il répond à qu'est-ce qui est arrivé. Puis je pense au télétravail, tu sais, puis à l'arrivée de la pandémie, puis aux gens qui marchaient beaucoup moins, qui faisaient juste moins d'activité physique, mais pas parce qu'ils allaient moins au gym, juste parce qu'ils marchaient moins, ils n'allaient plus prendre le métro, ils ne marchaient plus du stationnement et tout. Il y avait des problèmes de sommeil à cause du stress, mais le sommeil a changé un peu aussi parce qu'on bouge tellement moins. Donc, ça se peut que le sommeil soit moins profond parce que quand on bouge durant la journée, le corps a besoin de se réparer, le sommeil va être différent. Fait que ça me fait penser peut-être à ça un peu. Mais en termes de timing, ça va rester sensiblement la même chose, je dirais. Fait que quelqu'un qui fait plus de sport n'a pas nécessairement besoin de se coucher plus tôt que quelqu'un qui en fait moins. C'est surtout d'écouter son corps. Ça se peut qu'on ait besoin de dormir un peu plus, surtout dans des périodes où on s'entraîne beaucoup plus. Mais il faut écouter son corps. Puis quand est-ce que notre corps est somnolent? Puis ça m'amène à faire la distinction. On parle beaucoup de fatigue en général, mais pour moi, il y a une distinction à faire entre la fatigue et la somnolence.
C'est pas la même chose. Ouais. Les gens qui ont de l'insomnie peuvent être très, très, très fatigués, ne pas se sentir somnolent, ne pas sentir que le sommeil va venir. Tu sais, somnolence, les yeux lourds, on baille, on peut cogner des clous. De la fatigue, on peut être fatigué après justement un entraînement physique ou après une grosse journée de travail, on est fatigué cognitivement. Mais si on sort, tu sais, moi, je suis pas mal sûre, je vais sortir de ce podcast-là, on va avoir parlé pendant 2 heures, je vais peut-être avoir une certaine fatigue, mais je vais être allumée parce qu'on a parlé de plein de choses, ça va me faire penser à d'autres choses. Je serais pas capable de m'endormir, tu sais, 2 minutes après, mais il y a une fatigue. Donc, c'est pas la même chose, puis je pense qu'il faut se rapprocher un peu plus de ces signaux de somnolence-là. Et c'est là où, des fois, on peut les masquer parce que, justement, je sais pas, moi, on s'est entraîné ou les lumières sont toutes allumées chez nous jusqu'à 11 heures le soir, ou puis c'est difficile de se rapprocher de ces sensations-là. Et pour les gens qui ont des problèmes de sommeil ou qui souffrent d'insomnie, c'est des sensations qu'ils sont plus habitués d'avoir. Donc, on doit un peu retourner à la base puis voir, OK, comment on retrouve ça? Comment on peut se remettre à écouter son corps parce que notre corps, il nous dit plus les bonnes affaires. Ouais. Je sais pas si ça fait du sens, Oui, mais ça me fait penser à ça. Tout à fait. Puis, j'allais juste poser la question, en fait, mais ça revient à plein de choses qu'on a parlé, mais tu sais, comment dire à ton corps, hey, envoie-moi des signaux de somnolence quand on les ressent plus puis qu'on est fatigué, ça? Bien, c'est là où il y a beaucoup de cas par cas. C'est déjà à la base, est-ce que on les masque avec des substances? Est-ce qu'on est rendu à 5 cafés par jour pour fonctionner? Puis c'est insidieux, tout ça. Des fois, ça va avoir l'air bizarre, là, mais c'est en étant moins de temps au lit. Au départ, c'est une technique qu'on va utiliser avec les gens qui souffrent d'insomnie. Ça a l'air ultra contre-intuitif, là. Mais le but, c'est pas tant de les priver de sommeil que... Souvent, ça va être des gens, par exemple, on regarde l'efficacité de sommeil. Fait que l'efficacité de sommeil, comment on la calcule, c'est le nombre de temps qu'on dort divisé par le nombre de temps qu'on est au lit. Si je suis 10 heures au lit, je dors 5 heures, 50% d'efficacité de sommeil, pas super. Le but, c'est d'augmenter ça. Fait qu'au début, s'ils dorment juste 5 heures, je ne les ferai pas être 10 heures au lit. Ça se peut qu'on parte à 6 heures au lit, par exemple. Ça va étirer l'élastique. Souvent, parce qu'au début, en plus, il y a un petit peu d'insomnie encore. On les fait se lever à la même heure, se coucher à la même heure. Mais ça crée éventuellement ce qu'on appelle un rebond de sommeil. Notre sommeil va être plus profond parce que là, puis on n'a pas le choix de se coucher entre, je sais pas moi, 11 puis 5 ou minuit puis 6. Fait que j'ai oublié la question. Rendu là, c'est ça que je fais, je pars dans mes affaires. Là. Mais l'idée, c'est que ça se peut qu'on passe moins de temps au lit pour essayer d'approfondir le sommeil puis de se réapproprier ces signaux-là. Et là, les gens qui avaient peur d'aller se coucher en soirée me disent « J'ai tellement hâte à minuit, je suis tellement tannée d'attendre, je me sens somnolent. » Puis là, je suis comme... C'est ça. Mais ça ne rend pas compte quand ils le disent. Puis là, je suis comme, voyez-vous, on est en train de les ressentir. Puis ils sont comme, hey, c'est vrai. Ça faisait des années que je n'avais pas eu hâte d'aller me coucher. C'est fou, ça. Puis, tu sais, on parle des signaux, justement, de somnolence de soir. Est-ce qu'au réveil, si tu préférais, parce que, tu sais, mettons qu'on se met un cadran, j'imagine que ce cadran-là, il peut sonner. En fait, il sonne n'importe quand dans notre cycle de sommeil, finalement? Est-ce que ça peut faire que ça nous réveille à un mauvais moment versus juste se laisser dormir puis se réveiller naturellement à la fin d'un cycle naturel? Ça peut. Mais si on se couche pas mal toujours à la même heure, qu'on se lève pas mal toujours à la même heure, puis qu'on tu sais, un cycle de sommeil, c'est quoi? C'est des stades de sommeil qui succèdent. Ça dure à peu près 90 minutes, à peu près 1h30. Fait que, tu sais, on peut essayer de les calculer un peu. Puis pourquoi les gens veulent se réveiller à la fin d'un cycle? C'est parce qu'il y a un allègement du sommeil à la fin d'un cycle de sommeil. Puis c'est comme naturel, tu sais, d'être réveillé. Fait qu'il y a des gens qui mettent pas de cadran qui sont capables de se réveiller à ce moment-là, mais il y en a qu'on n'a pas le choix de mettre un cadran. Fait que je dirais cas par cas. Des fois, il y a des gens qui vont me dire, serais-tu mieux de le mettre avant? Tu sais, moi, on sait qu'il finit une demi-heure avant. Souvent, je suis comme, c'est peut-être mieux d'avoir un peu d'inertie de sommeil, être en plein milieu d'un cycle, mais d'aller chercher ce 30 minutes-là. Versus, des fois, on va essayer peut-être de le faire fitter un peu mieux. Ça dépend. Très cool. Merci beaucoup. J'ai plus de questions. Je pense que, au bout de nos questions. Il y a des choses que tu voulais ajouter qu'on n'a pas parlé. En ce moment-là, je pense que non. Je pense qu'on a fait un tour. Je ne sais pas si les gens vont avoir eu assez de trucs, là, mais au pire... Probablement. Je pense que oui. Tu parlais, juste dernière question, tu parlais de la thérapie, c'est comment ça s'appelle? Cognitive, comportementale, ça a l'air d'une grosse bibite, là, mettons, c'est de la TCC, mais c'est des méthodes, en fait, pour identifier les comportements qui créent de l'insomnie, les modifier. Puis aussi toute la partie cognitive, ça le dit, c'est les pensées, là, ce qu'on développe à force de vivre de l'insomnie, puis comment on interprète, bien ça aussi, on va le modifier finalement. Puis ça marche assez bien pour la plupart des gens pour adresser un problème de sommeil. Ça, est-ce que c'est ce que toi tu fais? Oui, c'est ça que je fais. Puis à la clinique où tu travailles?
Exactement, à la clinique Aléo. Ça, c'est possible aussi dans le système de santé. C'est juste que le but de cette compagnie-là, c'était de rendre ça accessible. En fait, au plus de monde possible, c'est en ligne parce que sinon, il fallait être à Montréal, il fallait être capable de se rendre sur place. Il y avait peut-être 2 hôpitaux qui offraient ce type de service-là. Fait que ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'on peut... ça marche 9 fois sur 10, généralement. Là, c'est ça, les stats là, chez nous. Donc, ça marche bien. Fait que c'est là où les gens qui pensent « Ah, je fais de l'insomnie, je dors pas bien, je suis un mauvais dormeur, ça va rester de même. » Je fais de même. Non, tu sais, puis je veux dire, j'ai vu des centaines de patients, puis c'est toujours surprenant à quel point, des fois, c'est des trucs de base qu'on va personnaliser pour les gens, puis ils vont être capables de mieux dormir. Puis après, bien, ça a un effet positif sur plein d'autres choses, là, parce que ça aide pour l'anxiété, ça aide pour l'humeur, ça aide, tu sais, on ne le traite pas, la dépression, directement, sauf qu'on voit des effets positifs aussi là-dessus. Fait que les gens qui dorment mal ne sont pas obligés de rester là-dedans. De rester dans leur situation. Oui. Ouais. Merci énormément. Merci Un beaucoup. grand plaisir. Merci C'est pour super cool. l'invitation. À la prochaine. Yes.